Salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle discussion d'entrepreneurs. Ça faisait un moment qu'on n'avait rien publié sur la chaîne. Donc là, cette fois-ci, on a eu notre frère Abou Soumaya de Sahaba Store qui est venu pour discuter avec nous de business évidemment, mais on a pu également aborder d'autres points comme par exemple son rapport entre la recherche de la science et le business, le rapport entre la famille et le business, et également notre retour d'expérience sur la vie en Égypte. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc, assalamu alaikum. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a le plaisir de recevoir le frère Abou Soumeya qui va nous expliquer un peu son projet. Donc, lui, il est dans le textile à Mabarek. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te faire une petite présentation si tu veux bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation. Barakallahu fik. C'est un plaisir. Moi, les frères, ils me connaissent plus sous, entre guillemets, le nom de la marque qu'on a fondée, enfin, que j'ai fondée, ou alhamdulillah, Sahaba Store. Donc, la base de qu'est-ce qui m'a poussé, en fait, à, entre guillemets, me lancer dans ça, c'est que, bah, comme beaucoup de frères, hein, on est parti en Égypte, et au bout d'un moment, voilà, il faut de l'argent. On a des projets, je parle par exemple mariage, études de la science, ou même pour certains projets mondains, tout simplement. Et à partir de là est né voilà, ce projet-là, walhamdulillah. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai ouvert en septembre 2022. Donc, et pourtant, je suis parti en Égypte en novembre 2021. Donc, ça veut dire ça m'a vraiment pris du temps, entre guillemets, avant de savoir dans quoi me lancer, pas vraiment réunir les fonds, mais voilà, me décider à me lancer. Donc, il faut savoir que je suis d'originaire de Paris et de base, j'ai fait des études. Donc, voilà, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai fait un bac+5. Et ça m'a vraiment pas aidé. Enfin, ça m'a aidé, entre guillemets, dans le sens où ça a élargi ma vision des choses. Mais aujourd'hui, ce dans quoi j'ai ouvert mon entreprise, c'est pas du tout le même domaine que ce dans quoi j'ai fait mes études. Donc, ça, c'était pour la petite C'était présentation. dans quel domaine? C'est pas indiscret. Ah, ouais, tu peux garder secret, il n'y a pas de souci. Ah, Il n'y a pas de souci. Taïeb. bon, ça, c'est un point que j'en reviendrai plus tard avec. D'accord, ok, pas de problème. C'est que Il y a- parfois, le musulman en France, voilà, il peut être amené à, c'est pas faire, enfin, d'un côté, c'est faire des erreurs, mais par Hmm, ignorance, à faire des études dans des filières qu'Allah Azza wa Jal, il agrée pas. ok, d'accord, ok. Ça se Ouais, voit, il y avait de la finance, école de finance, management, commerce, dans cette filière-là, ça se là, tu voit. veux pas dire, pourquoi tu essaies de chercher? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Non, parce que moi, à l'époque, parce que moi, j'avais fait un petit peu d'études. Bon, je suis pas allé au bout parce qu'ils m'ont viré comme un animal. Mais moi, j'avais fait prépa et il y avait deux frères dans ma classe en prépa. Donc, nous, on était en prépa scientifique, donc pour intégrer l'école d'ingénieur. Et il y avait deux frères. En gros, il y avait des ouvertures pour rentrer en cursus d'école de management pour les prépas scientifiques. Donc, eux, ils sont allés, ils ont pris cette voie-là. Ils sont rentrés en école, donc école de management. Et quand on s'est revus un an plus tard, ils disaient qu'ils avaient des cours. Ils disaient, on a des cours, c'est comment faire la guerre à Allah. En Ah, gros, ouais. voilà, pour toi, quand c'est dans la finance, bah, tu fais des cours sur le riba, etc. Tu vois. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Un truc de fou. Ouais, c'est vrai que c'est important, subhanallah. Un Ah, sujet, on met le point dessus aujourd'hui, mais bon nombre de musulmans sont tombés dedans et sont même encore dedans aujourd'hui à l'heure actuelle. non, bien sûr. C'est-à-dire d'être dans des filières qui sont pas Ouais. charia, en gros. D'être Naam. dans des filières dans des domaines qui sont pas autorisés. Naam. Et aussi, c'est bien qu'on commence par là, parce que pour moi, entre guillemets, c'est le b.a.-ba de l'entrepreneuriat du musulman. Attention, les non-musulmans, moi, enfin, je vais pas dire que mes conseils ils seront pas, on va dire, munasib, ils seront pas, comment dire, adaptés, voilà, pour eux. Adapté. Et moi, avant même de venir en Égypte et de, entre guillemets, comme on dit, de starim, comme on dit, de se remettre plus ou moins sur le droit chemin, comme on dit, j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale. Ça veut dire que j'avais déjà lancé des commerces. Et subhanallah, même dans le fait de lancer ces commerces, eh ben, des frères, voilà, ils m'ont fait nasiha, ils m'ont expliqué, et tout. Attention, ça, c'est pas charan, akhi. Attention, Mm. ça, c'est pas halal. Attention. C'est-à-dire, même dans ton entrepreneuriat, même dans ton départ, dans le fait que tu lances ton entreprise, regarde si le domaine dans lequel tu lances ton entreprise, il est halal. Parce que nous, on a Non, tendance à dire, bah ça y est, je suis auto-entrepreneur, je travaille pour mon compte, machin. Mais il y a quand même des règles du commerce. Et aujourd'hui, on en parlait avec le frère Abdurrahman quand il était chez moi. Je Mm. sais pas si tu te rappelles. Aujourd'hui, autour de nous, ok, les frères, mashallah, ils connaissent le tawhid, ils connaissent ceci, entre guillemets, hein, encore une fois, ils connaissent cela, et peut-être même hafid al-Qur'an, mashallah. Mais aujourd'hui, qui connaît les règles du commerce? Qui a vraiment étudié, a s'est assez près d'un savant et a noté les règles du commerce? Tu vas savoir, Khalil Jiddan, très peu. C'est vrai que ça c'est quelque chose que tu avais soulevé qui était vraiment pertinent. C'était à savoir vraiment est-ce qu'on a fait attention de connaître dans quoi on se lance, de savoir exactement si c'est autorisé, de connaître les tenants, les aboutissants.
Parce que, comme tu as dit, le but, c'est pas seulement d'arriver à l'indépendance, mais c'est d'y arriver, on va dire, entre guillemets, proprement. En ayant la barre. Un risque halal avec la baraka, mais c'est vrai que des fois, ça arrive à beaucoup de se lancer les yeux fermés et de se rendre compte qu'à la fin, que c'est pas trop chalaï. Après, il y en a qui essayent, qui se retirent, puis il y en a qui essaient d'arrondir les angles, et c'est là que les fitanes, elles commencent sur le. L'imam Al-Bukhari, il a dit يعني العلم قبل القول والعمل. يعني le musulman, il ne se lance pas dans quelque chose tant qu'il n'a pas cerné la chose. Aujourd'hui, Non, malheureusement, on est tombé sur des commerçants et ils sont dans le dropshipping. Non, après, tu n'as pas le droit de vendre quelque chose que tu ne possèdes pas avec toi ici, que tu, la tablik, yani tu n'es pas le possesseur de cela à l'heure où tu fais la vente. mm, Et ça, c'est, encore une fois, je ne vais pas rentrer, enfin, je pense que les savants, ils ont déjà parlé dessus, mais le fait de vendre ce que tu ne possèdes pas, ça, c'est des choses qui, il n'y a pas si longtemps que ça, je parle dans la sphère, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, vu que je suis un peu dessus, c'est des choses qui, il y a quelques années, c'était pas connu, le fait que c'était interdit de vendre ce que tu possèdes pas. ouais. Enfin, en fait, comme tu disais, c'est pas connu par celui qui cherche pas à savoir, parce que, ouais, comme tu dis, il y en Voilà. a plein qui se lancent dans le commerce et ils cherchent pas à savoir. Et c'est vrai que parfois, tu vas rencontrer, mais même la base de la vente, ils connaissent pas. C'est-à-dire, sans même aller jusqu'à vendre quelque chose qu'on connaît pas, qu'on ne possède pas. C'est pas le premier chapitre dans la vente. Mais la base même des piliers de la vente, savoir que le prix doit être fixé, que la quantité doit être fixée, l'objet il doit être connu, etc. Même dans ça, ou que la vente, elle est terminée au moment où on se sépare, et ça, c'est le b.a-ba de la vente. Même ça, tu vois que les gens, ils maîtrisent pas, ils sont pas connaisseurs de ça. نعم نعم مع الأسف يعني ça c'est Non, mais ça fait. des Non. ahkam, ils ont été négligés enfin même nous enfin parce qu'on n'a pas eu aussi il faut dire la vérité en France cette éducation là de la vente nous pour nous c'est la vente selon je vais entre guillemets cliché c'est la vente selon Victor Hugo selon l'article B72 du machin mais c'est pas comme ça Mm, pour nous. C'est non, clair. non. Ah non, c'est un excellent thème, c'est clair que si on veut la baraka, il faut d'abord qu'on ait la connaissance de ce dont on se lance, puis après, t'es serein, tu vois. Mais ça, après, ouais, ça, c'est. Subhanallah. Euh, ça me fait trop penser à ce que tu citais, Abdullah, par rapport aux bases. Tu sais, il y en a beaucoup comme ça, tu vas les voir, ils vont acheter un truc, ils vont annuler, non, je ne le veux plus. Ah, mais Ouais, après, la vente, elle est c'est la vache, non, ouais, non, ouais. non. La personne, elle a acheté, on s'est séparés, tout a été fait, tout est nickel. Le Non, finalement, problème je ne veux plus, finalement, ceci, finalement, cela. Mais juste le problème là, excuse-moi de t'avoir interrompu parce que je trouvais que c'était important ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui par exemple, ok, la vente elle est conclue, tu peux pas revenir sur ce qui a été conclu. Taïeb. Et bien aujourd'hui tu fais ça, le client, parce que moi je parle en tant que vendeur, parce que moi je suis pas du côté client là aujourd'hui quand je parle, je suis de l'autre Grave. côté. Et ça veut dire que nous on a affaire au quotidien, enfin pas tout le temps, alhamdoulilah, mais à des comportements parfois ou à des réactions étranges. Et allez, ça fait un retour. Par exemple, si tu dis que la vente elle est conclue, excuse-moi, Ourti ou Harry, Barakallahu fik, la vente elle est conclue, khalas, yani, c'est fini. Ah, c'est vraiment à deux doigts de mettre un post sur les réseaux sociaux. Ah, je ne fais pas confiance à cette marque-là. Ah, je trouve ça exagéré. Je veux mon droit de rétractation de ma. Akhi, c'est mal-asaf. Malheureusement, c'est. Non, parce que donc, c'est factuel, c'est vraiment ça qui se passe. Et de l'autre côté, tout comme tu l'as dit, du fait que, surtout, voilà, quand tu as une image de marque à gérer et que la méconnaissance des gens, d'une majorité des gens, fait que t'es dans le hack, mais tu peux pas la réclamer, on va dire, comme tu veux, C'est tu vois. ça. Parce que justement, comme tu as dit, aujourd'hui, les personnes, elles sont très négligentes sur. De toute façon, ça, c'est. Les savants, même, ils le disent, hein, qu'on est très négligent sur ce qu'on publie sur les réseaux, sur ce qu'on peut envoyer. C'est devenu tellement banal, alors que ta phrase, elle est vue et relayée par des millions de personnes, par des milliers de personnes, ou même des centaines, déjà, c'est déjà beaucoup. Et tu as ce client-là, c'est toi qui as raison. Donc, c'est toi qui es en droit de dire que la vente est terminée et c'est le client donc qui est en erreur. Mais il faut que tu penses aussi au fait que peut-être si je ne le caresse pas dans le sens du poil ou bien je ne l'amène pas là chez une bonne manière, ça peut me nuire parce qu'il va propager des choses qui vont pas être forcément exactes et parce qu'il n'aura pas compris. Voilà, Exact. j'ai commandé ça, on m'a livré ça, j'ai voulu renvoyer, on m'a dit non, et les grands mots ils sortent vite, ouais, c'est l'arnaque, c'est ceci, c'est pas sérieux, etc. etc. Toi, tu es obligé, en tant que commerçant, comme tu as dit, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as sûrement passé, comme nous tous, une bonne partie de ta vie en tant que client. Là, tu arrives, tu es de l'autre côté, en tant que commerçant, en tant que égérie d'une marque, etc. Il faut que tu prennes ça en compte, de savoir comment tu vas lui expliquer que, bah, écoute, non, là, c'est pas possible. Ou bien même des fois, laisser ton hap. C'est-à-dire de dire, bah, vas-y, écoute, renvoie-le. Bon, de base, c'est pas comme ça. De base, ça se fait pas. Mais vas-y, je vais te le reprendre exceptionnellement. Je vais te le changer. Je vais te le pour
enfin, faire de la diplomatie pour préserver un peu ton image de marque, tu vois. Mais Après, justement, Boussama, moi, je voulais savoir, bon, excuse-moi, mais justement, comment tu gères ce genre de situation, toi, quand tu as voilà, un client qui veut faire une réclamation pour X ou Y, toi, tu vois que selon les conditions de la vente qui sont déjà de base selon Kitab el Sunna et que peut-être toi, tu as éventuellement mis d'autres conditions ou quoi, comment tu gères ça, justement, un client qui veut faire un retour et toi, tu te dis, bah non, la vente, elle est faite, il n'est pas censé faire de retour. Comment tu gères cette situation-là avec les clients? avant de répondre, Ouais. moi, je vais vous dire que j'ai toujours, quand on m'a demandé, repris le colis. Ça, c'est juste pour commencer, parce que peut-être avec ce que j'ai dit avant, euh, ça peut, euh, ça peut paraître comme étant, entre guillemets, insensible ou quoi que ce soit, mais je vais expliquer pourquoi. Amraen, deux choses. Déjà, une des premières choses, c'est que le commerce, il est en France. Donc, on vend sur un site français, entre guillemets, à une communauté française, le site, il est en France, etc. Et comme on le sait, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir ce qu'ils appellent conditions générales d'utilisation, politique de remboursement, euh, etc., etc., etc. Et dans certains cas, selon les règles de la loi enfin, selon la loi de l'État français, tu es obligé de donner un délai de rétractation au client. Tu es Mhm. obligé, ça veut dire que, par exemple, demain, je vais dire une bêtise, moi, demain, j'ai pas envie de rendre un des produits que j'ai pas envie de reprendre un des produits qui m'a été acheté. Je suis en tort selon les politiques, selon les conditions générales d'utilisation. Je suis en tort selon ceci. Je suis en tort selon ce. En gros, par rapport à la juridiction française, on peut me faire des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mm. Ça, c'est de un. C'est-à-dire, et même des fois, tu sais, il y a des non-musulmans, ils sont taquins, ils sont vifs hein, pour faire des problèmes aux autres. Attention, tu les trouveras, c'est les Ouais. premiers. Ils vont regarder, est-ce que ça c'est à jour? Est-ce il y a une adresse email? Est-ce qu'il y a le numéro de siret quelque part, machin? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, ça c'est pour éviter les sites frauduleux, il n'y a pas de problème. Mais certains, c'est avec des mauvaises intentions qui fouillent un peu si tout est légal dans ton site, tu vois? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous, on vend sur un site internet. Ça veut dire que le client, il ne palpe pas le produit en physique avant de l'acheter. Il voit que sur des photos. On Mm. met un petit détail, mais c'est possible que le client, je ne sais pas, il a des cuisses plus grosses que le mannequin, malgré qu'il fasse la même taille et le même poids. C'est possible que le mannequin, il a des jambes plus grandes de par sa morphologie, et le client, il fait la même taille, mais lui, c'est son buste qui est plus grand, etc., etc., etc. Ce qui fait que à partir du moment où toi, tu palpes pas le produit en face à face, tu as une marge d'erreur, tu vois. Tu peux te dire, ah, mais la matière, je ne m'attendais pas à ça. Même si des fois, tu peux mettre ce produit étant daim, trois quarts des gens, ils ne savent pas c'est quoi du daim. Ça, j'ai dit du daim parce que j'ai que ça en tête, mais Ouais. voilà, pour les noms des tissus, voilà. Trois quarts des gens, ils ne connaissent pas les noms des tissus, ils ne connaissent pas ceci. Ça veut dire, tu lui dis, j'ai un t-shirt en viscose, il achète, ah ouais, mais c'est quoi ça? J'aime pas. Ok. Donc moi, je prends ça aussi en compte parce que voilà, tu vois, pas, à part des photos, et on en fait quand même beaucoup, pour essayer que ça se produise le moins possible. Mais voilà, c'est possible que tu n'aimes pas. Et moi, de mon accord, c'est-à-dire que je t'accorde le fait que je veuille bien reprendre mon produit et te rembourser. Yani, je suis d'accord dans cela et j'éprouve pas d'aversion dans mon cœur à te reprendre cela. Yani, c'est pas à contre-cœur. Ben, je le reprends, tu vois, en considérant le fait que tu n'es pas vu le produit de tes yeux et tu n'es pas touché. Enfin, à part voilà où c'est un camis, où vraiment la base de la base, les choses du quotidien, les choses simples. Mais parfois, voilà, on innove un peu au niveau du tissu et je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc, de par ce que j'ai évoqué, je reprends les colis en général. Mm. D'accord. Ok. Ouais. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, en fait, en tant que vendeur, tu es obligé aussi parfois de t'adapter, tant que ça reste toujours tant que ça reste charan, tu es obligé de Voilà. t'adapter aussi au comportement des clients, tu vois. Mm. Non. Parce que c'est pas interdit d'accepter les retours sur 14 jours. Par exemple. Là, tu as 14 jours, si tu veux, tu te fais rembourser. Il n'y a rien qui Non. interdit ça, charan. Non. Donc, les gens, ils ont l'habitude d'avoir 2 semaines, un mois de rétractation. Si toi, tu le fais pas, bah, forcément, après, les gens, ils vont pas être contents et toi, tu es en concurrence avec des gens qui le font. Tu Non. Non, c'est pour ça, encore une fois, on doit étudier. Le musulman, il doit étudier. On doit tous étudier. Mm. C'est clair. Et toi, du coup, si en ce qui concerne le commerce en général, quand tu es rentré dedans, quel a été le cheminement entre le moment où voilà, tu t'es intéressé à comment on vend, etc., au moment où toi tu lances tes produits, quel a été dans quel ordre tu as fait tout ça? Est-ce que tu as un peu appris sur le tas? Est-ce que tu t'es bien préparé d'abord? Est-ce que tout était bien programmé, ça faisait partie d'un plan, ou bien tu t'es un peu lancé à l'arrache et tu t'es appris sur le tas, comme je disais. Moi, c'est un peu particulier. Ma situation, elle est un peu, entre guillemets, comment j'ai lancé ça, c'était un peu particulier. Il faut savoir qu'avant que je parte en Égypte, j'étais célibataire. Et, walhamdoulilah, min fadlillahi ta'ala, je me suis marié en Égypte.
Et je me suis marié avec ma femme qui avait déjà un commerce pour sœurs, donc de vêtements légiférés, et qui était dedans, et qui, alhamdoulilah, elle vivait de ça, tu vois. Allahumma barik. Du coup, euh, et ça, c'est un message que j'adresse aux frères, et beaucoup de frères. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est pas parce que votre femme ou votre famille ou X ou Y personne de votre entourage a un commerce qu'il faut se reposer sur ses lauriers et, entre guillemets, comme on dit ici en France, dormir dessus, dans le sens où voilà, ça suffit, on fait les causes ensemble. Et je sais très bien que, voilà, en tant que marié, c'est sûr, mon frère, que tu vas aider ta femme ou ta sœur ou X ou Y femme de ta famille à développer ce commerce. On n'a pas dit le contraire. Mais toi aussi, fais quelque chose, yani, essaye de faire quelque chose, tu vois. Et du coup, moi, j'ai pas voulu m'arrêter sur le fait que ma femme a un commerce. Et bien évidemment, on l'a développé. C'est à partir du fait qu'on soit marié qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle les créations. Donc, c'est-à-dire qu'on a dessiné des modèles, acheté des tissus, et c'est par rapport à son commerce à elle qu'on a commencé. C'est de là où on a commencé à faire ça. Donc, et c'est Dans le là où fond, excuse-moi de te couper, c'est un peu de là que tu as été influencé à te lancer sur ce type de business. exactement. Walhamdulillah. Et je vais Voilà. expliquer comment, en l'aidant elle, j'ai pu développer très rapidement Sahaba Star. Walhamdulillah. En fait, c'est en développant son commerce à elle que j'ai su directement les filons à prendre, ce que les clients ils aiment pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire quand je vais ouvrir mon commerce. Parce que j'avais déjà cette idée-là en tête. Avant même de me marier, j'avais lancé deux commerces qui avaient échoué. Tu vois? D'accord. Allah, c'était mon destin d'être dans le textile, entre guillemets. Et du coup, j'ai énormément pris en expérience dans le fait où bah, on a commencé à tourner pour voir les fournisseurs, on a commencé à voilà, faire des tests, comme on dit, des prototypes. Ah non, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. Ce tissu pour les sœurs, c'est pas trop ça. Ah non, attention, machin, ceci, tu vois. À partir de là, vu qu'on a fait nos propres créations, ça y est, on avait les contacts de tout ce qui est atelier, où prendre les tissus, comment envoyer en France. On va dire qu'on était rodés, tu vois. À partir de là, voilà, il y a quelques petits problèmes personnels par rapport à la France. Fallait revenir, fallait repartir, fallait dépenser beaucoup d'argent, fallait ceci, fallait cela. Et du coup, j'arrivais toujours pas. Je pense que vous connaissez quand même comment c'est l'Égypte. Il y a toujours des trucs à payer, ça va à droite, à gauche, il faut voyager, il faut revenir, il faut ceci, il faut cela. C'est-à-dire que j'arrivais pas à dégager une grosse somme pour, euh, pour lancer un commerce côté homme. Ça veut dire que j'ai emprunté de l'argent, et ça, je le dis dans une vidéo sur la page Moussa Féreine et Sahaba Store. Ouais, J'ai j'ai vu 5300 à ton frère, 800 à ton épouse, c'est ça? j'ai emprunté à ma femme et à mon frère de l'argent. Et ça, c'était quand on était revenu en France. Et je vais expliquer pourquoi aussi. Parce que certains frères, yani, qu'Allah nous facilite. Mais certains frères, par exemple, dans le domaine, et ça marche encore une fois, c'est chacun et son qadar Allah. Certains frères, ils se lancent directement dans les créations, dans le fait de créer sa marque, etc. C'est vrai que ça peut marcher. Et qu'Allah Azza wa Jal te facilite. Mais aujourd'hui, tu peux pas. Et Annie, t'es un inconnu, t'es personne, et tu viens vendre ta marque alors qu'on ne te connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je Ouais. recommande, ça, je le dis dans le tout début, dans la stratégie du PDF qu'on a fait sur Moussa Ferry, que la marche à suivre, c'est de vendre d'abord des produits que tu as fait en achat-revente, de par des fournisseurs qui, eux, ont déjà préparé, et ensuite tu lances ta marque. Et de là, parce qu'on te connaît déjà de par ce que tu as vendu au préalable. Donc, c'est la méthode que moi j'ai employée par Sahaba Store. Dès qu'on m'a prêté de l'argent, j'ai acheté en France de la marchandise, fournisseur en Turquie, et en France, et machin, et ceci, et cela. Et je suis parti vite fait au Maroc, j'ai acheté des petits trucs, machin, ceci. Et c'est là où j'ai ouvert. Et alhamdoulilah, yani, là vraiment, je le dis, c'est pas des choses que les gens sachent, que les gens savent, pardon, mais comme Allah Azza wa Jalla nous a dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. J'ai ouvert Sahaba Store, une heure après, j'avais déjà remboursé mon frère, ma sœur, et j'avais déjà 2000 € pour me relancer. Ouais. Walhamdoulilah. Allah Mubarak. Allah yabarak fikoum. Et vraiment, je le voulais, et aussi même, le musulman aussi, ce qui néglige, c'est l'intention avec laquelle il fait son commerce. Et je crois qu'on en parlait déjà, on en avait déjà parlé aussi quand tu étais venu chez moi, Ouais, Abdurrahman. effectivement. La nia avec laquelle tu ouvres ton commerce, on est d'accord, hein. Attention, il n'y a pas de mal à ce que tu ouvres ton commerce pour t'enrichir, pour machin, parce que voilà, les gens ils ont une facilité à te faire dire ce que tu dis pas quand tu dis l'inverse. Mais moi, quand j'ai ouvert mon commerce, je me disais, mais il me fallait de l'argent pour que je montre à ma famille que celui qui prie tout le temps à la mosquée à l'heure et qui yani, soucieux des règles d'Allah, qui fait très attention au quotidien, eh ben lui aussi il peut réussir dans la vie. C'est pas que celui qui Mhm. va au boulot, costard, machin. Oui, mais il va rattraper ses prières le soir, c'est pas grave. C'est au moins il fait de l'argent, machin, ceci pour nourrir sa famille. Non, il peut faire de l'argent en priant à la mosquée, en ne rasant pas ta barbe, en ne regardant pas des femmes, en ceci, en cela.
Et ça, vraiment, je voulais le montrer à ma famille. Non, c'est possible. Et moi, j'y croyais. Je dis non, c'est possible. Et Tu vous vas allez. réussir sans concession, quoi. Non, non, parce que malheureusement, on connaît tous la famille, les familles qu'on a en France. Ah non, il faut travailler quand même. Le musulman, il n'est pas pauvre, il ne demande pas aux gens. Non, pas de problème, je suis tout à fait d'accord. Mais le musulman, il prie à l'heure aussi. Le musulman, il ne rattrape pas toutes ses prières le soir. Le musulman, il n'est pas au travail à l'heure du fajr, en train de travailler plutôt que de prier. C'est pas comme ça Et que ça se passe. aujourd'hui, ta famille, ils suivent un peu ce que tu fais, ils sont au courant de ce que tu fais. Ah, alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est le statut, il a changé, comme il disait. Ouais. T'es monté dans le classement. Non, ça y est. Et surtout quand tu réussis dans ce que tu as dit, tu sais, avant c'était il était tu, et maintenant c'est ah, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Oh, alhamdoulilah, yani, ça, Mhm. Allah Azza wa Jal qui retourne le cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas dire la vraie da'wa, parce que c'est pas ça, mais c'est comme ça qu'on montre aux gens. Moi, sans jeter des fleurs. Un autre frère, il l'aurait dit, j'aurais dit ça de lui, il l'aurait fait, j'aurais dit ça de lui. Mais c'est comme Mhm. ça qu'on montre. Et tu les vois plus assidus à la salade, et eux aussi, ils veulent réussir. Et naam, la réussite, elle est à la mosquée. Elle est dans la prière à l'heure. Elle est dans le respect des règles d'Allah Azza wa Jal. Et là, il y a la baraka. Amma, tu travailles de 9h à 19h, tu touches 3 000 euros, tu pries pas, tu machin, dans ton argent, il n'y aura pas de baraka. Je suis désolé. Et la deuxième raison, c'était que je voulais étudier. Et on sait tous, aujourd'hui, talab al-ilm, ça demande de l'argent, mais vraiment. Et du coup, voilà, c'était les deux raisons pour lesquelles je voulais vraiment mon commerce et je voulais que voilà, ça fonctionne. C'était pour prouver et aussi pour pouvoir voyager, pour pouvoir étudier. Walhamdulillah, yani, aujourd'hui, on vit de ça. Mhm. Walhamdulillah. Non, mais voilà. Après, c'est vrai que bon, on a des exemples concrets aussi de frères qui étudient à la Moubarak. Ils ont pas forcément un sou en poche, mais je pense que ce que tu as souligné et qui est vraiment important, c'est la nière avec laquelle tu fais les choses et c'est vraiment ça qui fait la différence. Je te posais la question par rapport à ta famille parce que ouais, tout le monde se reconnaît un peu dans ce que tu décris, mais c'est vrai que moi, ma famille, je crois, ils savent même pas ce que je fais en fait. Tu vois, ils me prennent pour un. Ils savent même pas ce que je fais. Genre, donc, pour ça, je te demandais si est-ce qu'ils suivent un peu les activités parce que toi, tu as pas mal de réseaux, etc. Mais ouais, ma famille, en tout cas, moi, ils savent pas trop qu'est-ce qu'il fait. C'est juste que voilà, le mec se débrouille, tant mieux. Voilà, dès qu'on peut envoyer deux, trois trucs, on envoie. C'est vrai que c'est une dawa quand celui sur qui on misait pas, qui est parti à l'étranger, il a envoyé une petite enveloppe à maman ou à papa, tu vois. C'est lui qui est à l'étranger, c'est lui qui fait ça, tu vois. C'est vrai que c'est une vraie dawa, tu vois. C'est aussi une cause de dawa, alhamdoulilah. Ah oui, parce que encore mieux. Moi, je l'ai inclus dans mon projet, ma famille, tu vois. Et dans le sens où, je vais t'expliquer, la famille, ils peuvent te croire ou ne pas te croire, tu vois. Et moi, dans mon cas, c'est pas celui dans lequel on croyait pas qu'il fallait miser. C'est pas vraiment ce que tu as dit, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai fait des études. J'avais un bon poste. Mhm. Ouais. Voilà. Et c'est plutôt, moi, le discours, c'était plutôt, ah, il a tout lâché, il avait un bon poste, il gagnait bien. Ils l'ont eu, yani, les extrémistes. Mhm. Parce que on connaît tous, voilà, les familles en France, le travail c'est très important, les études c'est très important. Et du coup, comme j'avais fait des études, et ben ça les a blessés. Ils l'ont mal pris le fait que je délaisse tout ça pour faire quelque chose qui, il faut dire la vérité, entre guillemets, dans la dunya, l'arabe pour eux ça sert à rien, tu vois. Tu gagnes pas de l'argent en apprenant l'arabe, tu vois. Va apprendre l'anglais, ils vont te dire oui, 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 Jaïd, c'est bien. Mais va apprendre l'arabe, tu vas voir Khalil qui te soutiennent très peu de soutien. Ah, c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu eu la même chose que toi, hein. Quand moi j'étais en école d'ingénieur, je me suis converti en école d'ingénieur. L'année de ma conversion, c'est l'année où j'ai arrêté mes études. Et voilà, il y a eu une petite période où voilà, je fais des petits boulots un peu à droite à gauche, pizzeria, chantier, trucs comme ça. Et ouais, moi aussi, mes parents, c'était en gros, t'es parti en école d'ingénieur, t'as fait maths sup, maths spé, maintenant tu livres des pizzas. Livreur de pizza avec Abdelrahman. Livreur de pizza à Vitry. Le lien, il est très rapidement fait, hein. Ah, c'est l'islam. Ah ouais? Ah, c'est voilà, tu t'es fait Lui, embrigader, ils t'ont mis un truc, regarde, ils sont en train de gâcher ta vie, nanana. ah ouais, bah, lui, surtout que toi, en tant que converti, ça pouvait pas être autre chose. Bam et Ouais. tout. Mais ouais. Enfin, non, non. Et ça, c'est très important pour l'entrepreneuriat, c'est que de par comment nos parents et nos familles, ils ont été élevés, ils ont grandi, ils ont passé la plupart de leur temps, l'entrepreneur, il va pas trouver de soutien auprès de sa famille. C'est rare. Il y aura toujours des exceptions, mais c'est rare. Khalil Jidden. Le soutien auprès de ta famille quand tu es auto-entrepreneur, on te dire, mais moi, quand au début, je stockais les choses chez moi avant que je lance Sahaba Store, quand je réunissais comment dire, les stocks chez moi, la marchandise chez moi, j'entendais des. Mais ça, c'est le week-end qu'il faut faire ça. Tu travailles et le week-end, tu as une petite activité. Je dis, oui, mais non, moi, j'y crois et tout. Non, mais ça, tu vas pas vivre de ça. Qui va acheter ça? Et que machin, le commerce, la première année, tu vas rien toucher.
La deuxième année, tu vas rien gagner, mais rien toucher. La troisième année, tu vas gagner un tout petit peu, mais pas assez de quoi vivre. Et la quatrième année, tu vas commencer à te développer. Ils sont, pour eux, l'entrepreneuriat, c'était, même ceux qui sont un peu ouverts par rapport à l'entrepreneuriat de par nos familles, encore une fois, il y a toujours des exceptions, et ben ils vont avoir cette méthode de pensée-là. C'est au bout de 4 ans, 5 ans que l'entreprise, tu peux vraiment en vivre, machin. Masha'Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allahu Akbar. En 1 heure, moi, ça y est. Je savais que dès que j'ai vu l'ouverture, il y a un truc dans mon cœur qui s'est apaisé. Et Fadillah, je savais que j'allais vivre de ça. Après, je me suis dit, tu sais, ça, je l'ai dit à personne, mais je le dis aujourd'hui pour faire profiter aux frères. Et sensation que je la fais à tout le monde, je me suis assis, je me suis dit, ça y est, c'est fini d'aller au travail à 9 heures ou à 8 heures et de rentrer à 20 heures. J'ai dit, ça y est, c'est vraiment fini là, ça y est, c'est acté, c'est signé. Allahu Akbar. Ok. Il y a un truc hyper important que tu soulignes, hyper vrai, surtout, c'est que c'est vrai qu'en termes de soutien au niveau de la famille, ça va être très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs, d'où l'intérêt de ce genre d'échange. C'est aussi de se donner de la force, c'est aussi de s'encourager, c'est aussi de faire en sorte que les frères qui écoutent, ils se rendent compte que voilà, faudra pas trop s'étonner si tu ne reçois pas de soutien de tes proches. Mais l'importance aussi de se réunir en tant qu'entrepreneur, tu vois, même si c'est pas forcément, comment dire, quelque chose pour du contenu ou d'enregistrer ou quoi, mais d'essayer de mettre en place des petites réunions entre entrepreneurs pour se donner des idées, pour se donner de la force. Il y a un frère que j'ai croisé il n'y a pas longtemps à la sortie de la mosquée. Le fait de voir que on faisait 2, 3 fois, on a fait le même chemin et tout, on a remarqué que, enfin, j'ai vu qu'il parlait français et tout, je commence à discuter. Le frère Laurent Mabarek, pareil, tu vois, c'est un entrepreneur, il est dans le marketing, en même temps, d'ailleurs, il avait également un projet de textile qu'il était en train de développer, etc. Bon, après, je pense que c'est beaucoup plus discret dans sa manière de faire et tout, mais en gros, voilà, il prend son risque et tout. Et le peu que j'ai marché avec lui, cet échange-là, il était très profitable, tu vois. Et c'est lui qui me parlait de ça, justement, de dire, mais ça serait bien qu'on se réunisse entre entrepreneurs, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'on le croit ici en Égypte, parce qu'on se retrouve tous dans la situation que tu as citée, à savoir comment je vais rentrer de l'argent sans avoir à faire des allers-retours et laisser ma famille et revenir et couper les études, etc., etc. Ça fait qu'en fait, ici, il y a une concentration d'entrepreneurs dont on n'a pas forcément euh, conscience. Tu vois. Tu peux marcher Ouais, un mais peu et tout. je trouve ça dommage un peu qu'il y a beaucoup de frères, ils se cachent dans leur projet, tu vois. Bon, en fait, je sais pas, peut-être c'est. Il y en a, je pense que c'est pas volontaire, mais il y en a aussi, je pense que c'est volontaire, ils veulent pas parler de leur projet. Et je pense que c'est dommage parce qu'on manque d'exemples de musulmans entrepreneurs, de musulmans qui réussissent, etc., tu vois. Mm. Ouais, bah après, t'as archi raison, dans le sens où il y en a effectivement qui ils veulent pas donner les tuyaux, on va dire. Mais ouais, lui, en tout cas, la personne dont je te parle, c'était pas du tout son cas, tu vois. Il m'a fait profiter de pas mal de choses par rapport à ce qu'il faisait. Mais comme tu as dit, ouais, c'est ça, en fait. Il y a cette mentalité-là. Dans l'entrepreneuriat, en tout cas, ça rend difficile des échanges. Ah, je veux pas donner mes plans, je veux pas donner si je donne, peut-être je vais me faire doubler, peut-être je vais me faire ceci, etc., etc. Ça tue un peu l'échange. Mais alors que il y a une grosse communauté d'entrepreneurs ici. C'est vraiment, je pense qu'on serait étonné de savoir que voilà, le mec avec qui tu priais depuis des mois, voire des années, tout le monde. Moi, j'ai une question qui me vient à chaque fois que je vois un Français, enfin, souvent en tout cas, c'est comment il fait. Mm. Est-ce que c'est par curiosité, tu vois? Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un des allers-retours, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une activité? Mais quand tu es là depuis 3, 4 ans, tu vois que la personne, elle est là, elle bouge pas. Tu te dis, il fait quoi lui, en fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Il t'as intrigué, tu vois? Et comme ça, tu vois qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font leur argent, ils font leur petit business et tout, et voilà, ça se passe bien pour eux, et Allah, il facilite énormément, tu vois. Non. Et il y aura un truc à faire à ce niveau-là, en tout cas, c'est clair, tu Ouais. Mais moi, je vais revenir un peu aussi sur le côté familial. C'est Abou Soumela, t'as eu une facilité, entre guillemets, c'est que tu t'es marié avec une épouse qui avait déjà un commerce, qui faisait déjà du commerce, qui était déjà dans le business. Non. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette difficulté-là de gérer le foyer quand ils veulent lancer un business et de gérer le foyer, parce que comme tu dis, toi, autour de toi, bah, toi, ton épouse, il n'y avait pas de problème côté business parce qu'elle était déjà dedans, mais sur le reste de la famille, il y en a qui comprennent pas tes choix. Il y en a qui comprennent pas ou qui croient pas en toi, qui te soutiennent pas, etc. Et bah, il y en a, c'est au sein même de leur foyer, c'est-à-dire ils se marient avec des épouses qui n'ont rien à voir de leur famille ou quoi que ce soit, personnellement ou du côté de leur famille avec le business. Et, bah, comme tu sais, ça, toi, Allah Mabarek, Allah, il t'a facilité. J'espère que tu nous partageras comment tu as fait pour être rentable dès la première heure.
Mais comme tu as dit, toi, tu as déjà loupé eu deux échecs avant. Et il y en a qui peuvent, et nous aussi, même Abdelrahman et moi, on est passé par là, et d'autres frères qu'on connaît. Il y en a qui prennent des années avant vraiment de pouvoir commencer à vivre de leur business. Et toi, quand tu es lancé dans ton projet, t'as ton projet, tu as ton ambition, tu patientes, etc., sur ce que tu as envie de construire. Mais des fois, la famille, ça ne suit pas. Et moi, je sais que par exemple, un frère qu'on connaît, Abdelrahman et moi, il est arrivé dans une situation où il avait toujours le soutien de sa femme. Il n'avait pas du tout le soutien de ses sœurs, de ses parents, etc. Mais il avait le soutien de sa femme. Mais il est arrivé un jour, sa femme me dit, bon, là, ça y est, on a mangé le dernier paquet de pâtes qu'il y avait à la maison. Et du coup, il y en a, quand les épouses, elles suivent dans le projet, etc., il y en a qui patientent, mais il y en a qui patientent pas et ça crée beaucoup de difficultés chez plein de gens. Franchement, ça, c'est. Bon, c'est vrai que après, le frère, peut-être, il pourra répondre, je me permets de prendre la parole là-dessus. C'est vraiment une galère monstre. Alors, on n'a pas vraiment un public d'auditrices ou de sœurs, etc., etc. Mais vraiment, ça, c'est un truc qu'il faudrait que les sœurs, elles apprennent à faire. Il y a des frères, tu as un mari, par exemple, toi, tu es une sœur, tu as un mari, tu vois ton mari, il est là, il se donne, il essaye, il avance, il s'instruit, tu vois, ça suit un plan ce qu'il fait, ça suit une logique. Peut-être d'abord, il prend le temps de se former, puis après, il se lance. Peut-être que ça va pas marcher cette fois-là, mais toujours, il suit un process, il essaye d'interroger, il essaye de comprendre. Tu vois que le mec, il se bouge. Tu vois. Ça, même si la personne, elle est pas, même si la sœur, elle n'est pas forcément dans le business, etc., etc., ça, tu vois que la personne, elle fait les causes et que les causes, elles sont cohérentes. Faut patienter. Faut patienter sur ce genre de profil-là, de personnes motivées, déterminées, etc. Mais ouais, il existe l'autre profil, les genres de personnes qui, voilà, c'est des paresseux, ils font rien, effectivement, ils lancent un truc, ils le lancent à moitié, etc., etc. Je peux comprendre que la personne qui est pas dans l'entrepreneuriat, qui est là et tout, l'épouse qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, elle comprend pas ce que son mari fait parce que ça a aucun sens. Mais la personne qui est là, qui fait des causes, bi'idhnillah ta'ala, ça va finir par prendre. Ça, faut prendre son mal en patience. Il n'y a pas un projet qui réussit du jour au lendemain, en tout cas aussi vite que ça, que Sarah Bastor, c'est très rare. Les choses, elles prennent du temps. Mais si la personne, elle se combat déjà elle-même pour se lever chaque matin, alors qu'elle n'a pas de patron, à se former, à faire des causes, à chercher comment réunir son risque, et que en même temps qu'elle fait ça, à la maison, c'est le harb, parce que quand ton épouse qui te dit, oh, vas-y, peut-être elle va te dire retourne en France, peut-être elle va te dire je sais pas quoi, elle patiente pas, etc. Ça facilite vraiment pas les choses. Ça facilite vraiment pas les choses. C'est pour ça que je vois que, de par ton récit, Abou Sénégal, que vraiment, Allah, il t'a accordé un risque d'avoir quelqu'un qui est là, qui connaît le terrain, qui sait, qui va pas te mettre de bâton dans les roues déjà à ce niveau-là, au contraire même qui va être une aide et une source d'inspiration, un risque, c'est une baraka, c'est une nirma de fou en fait. Tu es venu pour une chose à Misr, tu repars avec, quand tu tombes sur quelqu'un qui te comprend, vous allez vous bosser dans le même domaine, qui t'inspire, etc. C'est vraiment une force. Et quand ton épouse elle est derrière toi, même si elle n'est pas dans ton business, même si elle n'est pas impliquée dans le business, juste le fait qu'elle te suive, le fait qu'elle t'encourage, ou bien le fait déjà, ne serait-ce qu'elle te laisse faire les causes et qu'elle patiente sur peut-être une période difficile, ça donne un boost, ça donne une force Non, Marie. Non, incroyable. mais si je peux juste rebondir, euh, c'est vrai que au début, ça a été, alhamdoulilah, Allah il m'a facilité, mais comme je l'ai dit au début, on en a bah, vous-même, vous savez, de par les projets personnels, comme quoi on ne réussit pas au début, mais il y en a eu des milliers d'euros qui ont été gaspillés avant dans des projets. J'avais payé un site, j'avais ouvert un local, ça c'était en France, j'avais fait plein de. Avant, il y avait de l'argent qui a été, entre guillemets, dépensé. Donc, certes, j'ai pas patienté, alhamdoulilah, sur la réussite, entre guillemets, de Sahaba Store, mais derrière, j'avais d'autres projets qui ont coulé, et ces projets, voilà, c'était pas des petits projets. Il y a eu de l'argent qui a été dépensé, il y avait des sociétés qui avaient été ouvertes, il y avait de la fatigue derrière, il y avait un vécu derrière. C'est-à-dire que sur Sahaba Store, alhamdoulilah, j'ai pas galéré, mais sur d'autres projets, on a tous raté certaines choses, mais j'ai perdu quand même pas mal d'argent aussi. Et ça, c'était avant que je vienne en Égypte. Mais encore une fois, je pense pas que ça soit, entre guillemets, simple pour tout le monde. C'est simple pour personne. Parce que comment je Non, parle, c'est sûr. on dirait que ça paraît un peu simple, surtout quand je parle de ça fait une heure après, j'ai rentabilisé, etc. C'est derrière, il y a eu des projets qui ont coulé aussi. Et moi, j'en parle pas parce que ça relève du domaine du privé, mais pour un peu couper l'herbe et booster aussi les frères, parce que certains ils peuvent dire oui, mais c'est un cas exceptionnel, oui, mais Allah, lui, il l'a facilité, Allah, oui, mais je vais un petit peu rentrer comment dirais-je, dans certains détails. Il faut que les frères ils soient conscients que j'ai vendu des affaires personnelles à moi. J'avais avant des sacoches, des chaussures. Je pense que quand on était dans la rafla,
dans l'ignorance, dans l'insouciance, pardon, en France. Voilà, on a tous fait des achats un peu bizarres ou quoi que ce soit. J'ai vendu des habits, j'ai vendu des affaires, j'ai vendu pour essayer de rassembler mon capital. Et ça, c'est pas facile. Quand tu vois que tu vends tes affaires, tu vends tes propres habits pour essayer de rassembler de l'argent, c'est que ça commence à être chaud. Hmm. Ouais, c'est clair. Et ça, d'où la vidéo que j'ai fait. La deuxième vidéo, oui, les gens, ils voient la réussite de Sahaba Store, mais ils savent pas par quoi je suis passé. Bon, j'ai pas Ah détaillé oui, parce c'est toujours. Ouais. c'est une petite vidéo, mais moi, j'ai pas honte de le dire, et même j'en suis fier. J'ai vendu des affaires à moi pour m'en sortir, pour pas retourner en France à un certain moment, pour ceci. J'ai eu des Wessawis, j'ai eu des. C'était pas simple. Moi, je me rappellerai toute ma vie. J'ai tellement vendu d'affaires en France que je recevais ma famille me charriait un petit peu. Ils me disent, mais la prochaine fois, tu vas vendre quoi? Tu vas vendre ton âme? Tu vois ce que je veux dire? Non seulement tu es entre guillemets, en galère d'argent, mais en plus de cela, eh ben, le soutien, il est toujours pas là. Tu vois? Ça veut Ah dire bah que oui. tu es tout seul, tu es vraiment tout seul. Bon, tu avec, walhamdoulilah, t'es avec ton épouse, mais tu es tout seul. Et vraiment ça, moi j'insiste auprès des frères parce que beaucoup me disent oui, mais toi, c'est un peu simple, oui, mais toi. Et j'ai envie de dire que le monde de la couture, tu sais, c'est un monde où, eh ben, pour acheter du Ouais. tissu, pour payer le couturier, pour payer l'envoi en France, tu n'as toujours vendu aucun produit, vu que le matériel est, enfin, vu que tu n'as toujours pas mis les produits en ligne, ça veut dire que tu as énormément de dépenses avant que l'argent revienne. Et des fois, tu sais, ça peut aller vite. Tu achètes énormément de tissus pour faire une grosse production. Tu payes le couturier, le fait qu'il fasse la couture de tous les produits et qui coule le tissu en entier. Tu envoies tout en France. Il y a toujours 0 € qui est rentré dans ta poche. Et des fois, c'est arrivé. Moi, j'ai pas honte de le dire. C'est à 1 ou 2 jours près où on était à zéro. Mais vraiment, quand je te dis on était à zéro, c'est dans le sens le frigo, il y a de quoi dans le frigo, mais s'il faut rajouter quelque chose, c'est pas possible. Et le temps, entre le temps où ça revient, le temps où toi tu dépenses, il y a un laps de temps où, entre guillemets, moi, je dis qu'il faut survivre, mais il y a un laps de temps où toi tu dois t'en sortir. Tu dois yani, maintenir le bateau, comme on dit. En plus, c'est toi l'homme. Ça veut dire que moi, c'est vrai que on a une tendance à critiquer les sœurs, machin, ceci, cela. Et c'est vrai que c'est un peu simple de les critiquer et tout, mais tu sais, maintenant que tu avances dans la vie, tu vois les choses différemment. Tu te dis, si j'ai une fille, est-ce que je la laisserai à quelqu'un qui a 0 €, ou ça se peut qu'il soit à 0 €? Tu sais, je me dis, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et même pour la sœur, elles doivent patienter. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais on sait tous que la femme, elle est plus prise de Wassawis que l'homme. Elle est un peu plus faible que lui de par les insufflations du shaitan. Ça veut dire que c'est, ça demande plus de travail pour une femme de patienter que pour nous de patienter. Et certaines sœurs, voilà, elles veulent plus, tu sais, la facilité, le fait qu'elles voient l'argent, plutôt que de patienter avec lui et Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla, il va ouvrir et on sera meilleur. Mais encore une fois, ça en revient, ça c'est un autre sujet encore, j'ai envie de te dire. Ça revient à qui tu choisis, tu vois. C'est clair. Et moi, Non, si je peux me permettre, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, et je t'assure, depuis que tu l'as dit, ça n'a pas quitté ma tête. C'est le fait que tu as dit on manque d'exemples musulmans dans l'entrepreneuriat. Et ça, moi, ça m'énerve et ça me peine aussi. Parce que les musulmans, les jeunes musulmans aujourd'hui qui veulent s'en sortir, eh ben, eux, ils prennent exemple sur les non-musulmans. Et les non parce que bien sûr, quand tu te lances dans un domaine, il faut ton exemple, il te faut ton modèle, il te faut ton chemin, quel type de chemin tu vas prendre, et tu vas faire tes recherches. Et tu vas tomber sur des non-musulmans qui vont te faire des vidéos, des ceci, des cela. Bon, il y a des musulmans, on n'a pas dit le contraire. Mais la plupart du temps, tu vas trouver des non-musulmans. Et ah eux, oui, ah oui. ils vont te mettre quoi dans la tête? Moi, je le vois après même des frères musulmans sur les réseaux sociaux. C'est pas s'enrichir. Faut pas qu'on oublie. Moi, je mets un point d'honneur sur ça. Faut pas qu'on oublie. On est des musulmans. Nous, on croit en la vie après la mort. On va se faire ressusciter. On va se faire juger auprès d'Allah Azzawajal. Et cette vie ici-bas, c'est une vie de passage. Aujourd'hui, moi, je suis énervé quand je vois des frères qui veulent ouvrir des commerces avec des intentions de je veux ma Rolex avant mes 30 ans. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ou je veux ma villa à bord de Cancun ou de l'Himalaya ou de je sais pas quoi et je veux ma Rolls-Royce et machin. Encore une fois, avant que on me fasse dire ce que j'ai pas dit, tout ça c'est entre guillemets halal. Jusqu'à preuve d'une interdiction, il faut m'informer. Mais les frères, ils veulent se lancer avec les intentions des non-musulmans. Oui, je vais être riche avant 30 ans, il faut que j'atteigne le million avant mes 25 ans, avant ceci, avant. Le musulman, il n'est pas dans cette optique-là, le musulman. C'est vraiment, ça, c'est des choses qui m'énervent parce qu'on a oublié le but premier de pourquoi on est sur cette terre. Il n'y a pas de mal à s'enrichir, encore une fois, je le répète, mais le million avant 30 ans ou 5 Rolls-Royce dans mon garage, je suis désolé, ça ne fait pas partie des six faits, des caractéristiques du musulman.
Yani, mal asaf, si je peux me permettre. Et ça, c'est des choses qui me peinent quand je vois mes frères et sœurs qui sont vraiment dans cette optique-là, tu vois. Après, tu t'étonnes que tu réussis pas, que c'est dur, que ça prenne du temps. Mais normal, akhi. Normal, ourti, peu importe l'interlocuteur. Subhanallah. C'est quoi cette façon de penser? Que ta mère, elle arrête de travailler? Oui, bien. Allahumma barik, c'est bien. Je t'encourage, tout ce que tu veux, je t'aide, même tout ce que tu veux. Ah, mais les trucs là, Allah al Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit à un moment. Tu as dit, ouais, voilà, les gens, quand ils te regardent, ils disent, oui, mais bon, toi et ta facilité, c'est pas parce que toi, il te faut ta facilité que moi, nanana. Et donc, en gros, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent pas, qui se lancent pas ou quoi par rapport à ça. Mais la première chose, c'est qu'Allah, il t'a facilité pour réussir dans ton commerce. Parce que tu as fait les causes de lancer un commerce. Parce que ça commence par là, tu vas faire les causes. C'est-à-dire, les gens, ils font pas les causes. Et après, ils se disent, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ou non, le business, ça paye pas. Ça a payé pour toi parce que toi, là, il t'a facilité, mais il m'a facilité parce qu'il t'a facilité parce que tu as fait les causes. Naam. Et les gens, beaucoup, ils manquent de résilience. C'est-à-dire, Ouais, ils ça viennent, va, ils ont appris un exactement. truc. Ah, j'ai parlé avec trois personnes, j'ai pas réussi à vendre mon site, j'ai pas réussi à vendre un logo. Non, ça marche pas en fait, c'est pas possible. Voilà, j'arrête. Je retourne travailler. Moi, j'en vois beaucoup en Égypte, ça. J'en vois beaucoup. Et Ah oui, pas qu'en Égypte, hein. des frères qui font des causes bancales, et après ils disent, oui, mais j'ai essayé, Allah Azza wa Jalla, il m'a pas facilité, il doit pas avoir mon bien dans cela. Mais après, et moi, j'ai vu les causes que tu as faites, parce que des fois, c'est des frères proches, et il faut dire les mots, parce que sinon, tu l'aides pas. Sinon, tu n'es pas Non, son frère, Allah Azza wa Jalla, si tu lui parles pas de comment, avec la bonne façon, avec, yani en lui disant la vérité, mais toujours avec hikmah. Il dit, mais après, excuse-moi, ça, c'est pas des vraies causes. Ça, c'est pas des causes. L'ars bil asbab, le fait de faire les causes, c'est pas de bâcler les causes et de placer sa confiance en non. Non, c'est de faire des grosses causes, de faire tout ton possible, mais vraiment tout ton possible. Et là, tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Les gens, ils veulent séparer entre les causes, la confiance en Allah. Les deux, ça va de pair. non, non. Mais ouais, les gens, ils manquent beaucoup de résilience, tu vois. Les gens, ils manquent beaucoup de résilience. Après, bon, je sais pas, peut-être aussi, c'est la France, on n'est pas dans un environnement où on te pousse à avoir de l'ambition, des rêves, etc. C'est pas très, la France, c'est pas très propice à tout ça. Je sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, il y a beaucoup de manque de résilience. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, il y a pas très longtemps, là, parce que moi, des fois, voilà, nous aussi, avec Abdelrahman, on a lancé plusieurs projets, ça a marché, ça a pas marché, ça marche, ça commence à marcher, après, ça s'arrête pour des raisons X ou Y. Et nous aussi, on a traversé nos périodes de difficultés, tu vois, un peu comme, ce sont un peu comme tout entrepreneur, hein. Et l'autre jour, je disais à mon épouse, quand des fois il y a des périodes où elle me dit, bon, vas-y, ça rentre pas, tu veux pas faire ceci, tu veux pas faire ça, tu veux faire ce travail. Et moi, pour rigoler, je dis, mais de toute façon, toi, t'es morte. Et je dis, toi, t'es morte, toi, t'as signé avec moi. Moi, toute ma vie, je vais faire du business. Toute ma vie, je vais faire du business. Il n'y a pas un jour, je vais me dire, ah bon, vas-y, je vais trouver un tas, je vais faire une carrière, je vais attendre ma retraite. Non, parce qu'en fait, là, si je me dis, bon, je vais prendre un tas, je vais attendre ma retraite, c'est comme si je me dis, bon, allez, je prépare mon échec. Moi, mon Mhm. idéal de vie, c'est pas d'attendre la retraite, c'est pas d'être à la retraite. Ou c'est la même chose par exemple pour la Richa. Moi, mon idéal de vie, c'est pas de vivre en France. Donc, jamais je vais me résilier à dire, bon, vas-y, je vais pas réussir à partir, je vais commencer à construire mon avenir en France. Non, jamais. Et Des tu frères, reçois quoi comme réponse quand tu lui dis ça? Hein? Voilà, rigoler. Elle a rigolé. des frères, ils ont Non, beaucoup. après, bon, moi, alhamdoulilah, tu vois, ma femme, même s'il y a eu des périodes, ça a été difficile, ça va, elle m'a pas non plus. Bon, alhamdoulilah, là, il nous a facilité que même si on a des périodes de difficulté, on a toujours eu ce qu'il fallait, on a toujours eu un toit, hein, même si des fois on a eu peur, on a toujours eu un toit et il y a toujours eu à manger sur la table. Les frères, c'est ça. Donc ça va à ce niveau-là, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où ouais, des fois c'est un peu compliqué. Elle me dit, vas-y, c'est bon, faut réfléchir à faire autre chose ou quoi. Des fois ça arrivait, tu vois. Et après, bon, quand il y a des périodes où là, il facilite et ça paie, bon, là, elles sont contentes après, hein. Ouais, c'est alors, je t'avais dit quoi? Ouais. Et Mais pour bon, en des fois, faut les comprendre, hein, c'est pas évident non plus, hein. Quand tu pars toute Non, la c'est clair, journée, c'est tu clair. travailles toute la journée, t'es pas présent à la maison. Et à la fin du mois, tu as tout juste de quoi payer le loyer et remplir le frigo et tu te fais pas plaisir. Tu manges juste les trucs les moins chers et tu t'habilles toujours avec essayer de trouver les trucs les moins chers, etc. C'est pas non plus, c'est fatigant au bout d'un moment, hein. C'est clair, c'est clair. Mais après, moi, ce que je voulais souligner tout à l'heure, tu vois, c'est que, justement, tu vois, si on est conscient que de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, tu vois, je pense que, voilà, Ouais, faut qu'au minimum, enfin, si ça c'est clair pour chacun, pour le mari et la femme, il faut qu'au minimum, elles comprennent qu'il y a des périodes où vous allez être dans le dur, ça va être tendu, ça va être compliqué, mais innama ala usri yusra, tu vois, ça dure qu'un temps, ça ne dure qu'un temps, tu vois. Bon, et je parle toujours pour le même profil que j'ai décrit tout à l'heure, pour le gars qui se bouge, pour le gars qui fait des causes, pour le gars qui fait des causes cohérentes, ça ne dure qu'un temps, c'est une difficulté qui ne dure qu'un temps. Et non, après, quand vous avez patienté et qu'après vous êtes sorti du tunnel, vous voyez la lumière, je pense que ça a beaucoup de bénéfices et c'est ça que ça me permet d'enchaîner sur la question que j'avais après pour toi, Bousmeya, c'est
quand tu ressors de là, même toi, de toute façon, Nino, tu pourras en parler aussi, quand tu ressors d'un moment de difficulté et qu'après qu'Allah, il facilite, mais ça y est, c'est un truc duquel tu rigoles. Ouais, tu te souviens, telle époque, ouais, c'était tendu, tout ça. Mais Allah, il a facilité, on a patienté, Allah, il a facilité. Et puis je pense que ça renforce les liens, je pense que ça ramène beaucoup de khair derrière, tu vois. Non. Ouais, c'est vrai que même moi, des fois, j'ai un femme, je dis, ah, un jour on en rigolera, un jour on en rigolera. Ouais, tu vois, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un Mais temps. c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, Abou Soumaï, il y a un problème déjà, les gens, il y a un manque de cohérence entre la confiance en Allah et faire les causes. Les gens, limite, comme tu disais, des fois, ils séparent les deux. Mais il y a un vrai manque de confiance en Allah de manière générale. Parce que quand tu regardes, même moi, j'écoute, comme on disait, on a peu de musulmans pour qui peuvent nous intéresser, qui produisent du contenu, etc. pour le business. Donc, Mar SF, j'écoute des gens qui sont pas sur l'islam. Eux, ils te disent, si tu travailles si tu travailles, tu fais un business tous les jours, tu travailles sur ton business tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, peut-être pas en 6 mois, peut-être pas en un an, peut-être pas en 5 ans, mais au bout d'un moment, ça va finir par marcher. Au bout d'un moment, tu vas finir par faire un truc qui marche. Eux, ils y croient. Et les musulmans qui ont Allah avec eux, qui croient en Allah, ils croient pas qu'un jour Allah il va leur faciliter s'ils continuent à faire les causes. Surtout avec des intentions Ouais, c'est bon. de quitter la France, Non, d'aller étudier. Et, yani, subhanallah, tu vois des non-musulmans qui sont, yani, ils se lancent, ils redoublent d'efforts et machin, et Allah Azza wa Jal, il leur facilite, il leur ouvre des portes. Et toi, le musulman, celui qui unifie Allah, celui qui dit la science d'Allah, la science, et qui veut émigrer en terre d'islam, tu penses qu'Allah Azza wa Jal, il va t'abandonner. C'est pas comme ça. c'est clair. C'est vrai que c'est quelque chose qui me choque toujours, tu vois. Qui me choque toujours quand tu écoutes un peu. Tu as été élevé dans ça. Franchement, Les cours en France, ils t'apprennent pas comment ouvrir ta boîte, hein. Ils t'apprennent à arriver à l'heure le matin en cours. ouais, Et c'est clair. le professeur, et puis c'est tout, tu vois. C'est clair. D'ailleurs, toi, tu peux nous expliquer un peu d'où, parce que tu as lancé plusieurs projets. Il y en a qui n'ont pas forcément fonctionné, mais d'après toi, est-ce que d'où tu puises cette envie d'entreprendre que tu as depuis même avant que tu sois à l'Istiqama et tout. C'est très simple, Harry, c'est que j'ai travaillé. Mais À partir avant, du vu que tu moment n'étais où pas sur l'Istiqama, il y avait pas forcément de contraintes pour toi, non? si, il y avait quand même des contraintes. Tu sais, Harry, D'accord. moi, rien que le fait que j'ai travaillé, quand j'ai travaillé, j'ai dit, moi, je vais ouvrir ma boîte, c'est pas possible. Ok. J'ai dit, c'est pas possible. Comment ça, tu peux pas prier? Comment ça? Et tu sais, j'étais dans un milieu un peu, entre guillemets, je vais pas dire bobo, mais tu sais, quand tu taffes sur Paris, quand tu taffes dans des zones, entre, comme ils disent, chic, ici, ou quoi que ce soit, eh ben, tu sais, les collègues, ça va vite, pardon. Et que, voilà, iyadou billah, ils font des blagues sur la religion, ils font des blagues allez. sur... Mais et toi, tu es là, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire ici. Et on sait comment ils sont en France, surtout dans les milieux un peu bureautiques et tout ça, et des sujets bizarres, et des... Yani, je pense que les frères qu'ils ont travaillé, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Tout le monde sait ce que je veux dire par là. C'est du n'importe quoi. Le musulman ne peut pas travailler dans des bonnes conditions en France. C'est pas possible. Et la mosquée, déjà, quand tu as ton vendredi pour aller faire le Jumu'ah, on dirait que c'est la fête. Ouais. Ah, subhanallah, yani. Moi, c'est le fait que j'ai travaillé qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. On en a déjà parlé une fois, il me semble, tu vois. Mais c'est vrai que on est tellement, t'as l'impression, tartassif, on est tellement en dessous de zéro en France. Bien sûr, c'est une généralité, je parle pas pour tout un chacun, mais que dès que tu as, comme tu as dit, tu arrives à avoir une faveur qui est la base, en fait. C'est-à-dire, dès que tu as réussi à prier, oh, t'es content. Tu as réussi à avoir ton Jumu'ah, t'es content. Oh ouais, cette année, c'est bon, j'ai pris mes congés pour l'Aïd, j'ai pris mes congés pour le Ramadan. C'est une dinguerie, en fait. Tu te réjouis de choses dont c'est le as. Dont c'est le as. Mais après, la vie, c'est des choix. La vie, c'est des choix. Moi, je me Ça rappelle de c'est ce des que tu as choix. dit, toi, Nino. Ouais. Voilà, pardon, tu as dit quoi? Tu as dit. Et parce qu'en fait, tu as trop bien résumé la chose. Notre risque, t'avais dit, notre risque, il est déjà écrit. Ouais. Notre risque, Non. il est déjà écrit. On nous demande juste de faire des causes. Moi, je ne veux pas faire des causes dans le salariat. C'est tout. Basta. Je veux faire des causes dans Ouais, l'entrepreneuriat. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu avais archi bien résumé le truc. Dans tous les cas, en fait, peu importe la direction que tu vas prendre, ton risque est écrit. Pourquoi tu vas prendre de la direction de là où tu vas être rabaissé, où ça va être compliqué? Enfin, partout, ça va être compliqué. Mais au moins, dans l'entrepreneuriat, voilà, t'as des plus de perspectives, tu as moins de contraintes, etc. Peu importe le choix que tu vas faire, ton risque ne va pas bouger. Donc, en vrai, c'est clair que c'est plus avantageux d'entreprendre, de chercher à entreprendre, de chercher à aller loin, de chercher à monter des grosses choses, à ne pas se freiner. Parce que dans tous les cas, ton risque est écrit, ça ne bougera pas, tu vois. Mais ça revient à ce que le frère il disait. Voilà, tu vois, le manque de tawakkul. On a trop peur,
On pense que le salariat, c'est une sécurité, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui font, mais ça revient à chaque fois à la croyance, en fait. Quand je regarde bien, ça revient à chaque fois à la croyance. Encore une fois, le manque d'exemples musulmans dans ce domaine-là. Tu sais, toi, tu vois pas de musulmans réussir, entre guillemets, hein. Il y a tout, je pense au frère, par exemple, de DC Jeans, tu sais, qui fait des Je pensais à vidéos. lui à l'instant. Tu vois, c'est ça, non, je pense à lui, en vrai de vrai. Lui, Allahumma barik, il a une boutique et tout, tu vois. Mais ça veut dire que Allahumma barik, ça marche. Voilà, on le voit tous sur les réseaux sociaux. Allahumma barik, Allah lui augmente. Mais, et même, il a pas, je trouve, sur certains réseaux sociaux, oui, d'autres non. Il est pas, c'est pas la référence de l'entrepreneuriat du musulman, tu vois. Lui, il fait ses promotions, il fait ses pubs. En gros, tu vois sa réussite. Mais entre guillemets, quand je dis on manque de modèles musulmans, je pensais plus à quelqu'un qui va te dire, bon, ça, il faut te lancer. Il faut faire ceci et il faut faire cela. Et tu vas passer par ça. Et tu vas faire ceci et tu vas faire Ouais. cela. Bon. D'ailleurs, Non, le site El Moussaferine, là où tu proposes, là où tu expliques un peu comment réussir quand tu donnes des plans, etc., etc. Ce site-là, il est voué à ça, en fait, à donner des conseils sur l'entrepreneuriat, à proposer des solutions, etc. C'est ça? On a plusieurs autres projets dessus. Je vais quand même un petit peu en parler. Mm. Par rapport à Moussa Firin, moi, j'avais des projets comme mettre. Je pense que vous connaissez le livre Al-Ajurumiyya de Nahou, les bases du non. Nahou. Tu vois, je compte mettre Mumtia. Donc, c'est les bases du Nahou. Faire une série de vidéos par un professeur du Caire, tu vois, qui a étudié enfin, qui enseigne à Ibana. Mm. Mettre tout un format de vidéos sur le site et, tu sais, et vendre ça pour ceux qui ils veulent les bases du Nahoo tout le temps avec eux, tu vois. Ça, c'est des projets qu'on a dans le futur, par exemple. Mais Totalement vrai. ce qu'on propose actuellement sur Moussa Fellaini, c'est vraiment comment ouvrir ton commerce, comment ouvrir, comment nous, on a fait, on l'a résumé dans un PDF de 40 pages. Walhamdulillah. Et moi, c'est ma fierté, le fait qu'aujourd'hui, je vois des frères qui me contactent, je vois certains concurrents sur les réseaux, je me dis, ah ouais, lui, Allah barik et tout et tout. Et il m'écrit, et il me dit, tu sais, Harry, je me suis lancé par rapport à ton PDF, barakallahu fik. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place, tout ça, parce que aujourd'hui, vendre une formation sous format PDF comme ça, en tout cas, c'est redoutablement efficace, mais ça peut sembler un peu simple, etc., alors que ça a l'air de bien fonctionner. Comment ça t'est venu l'idée de dire je vais le faire sous forme PDF, alors que tu fais pas mal de vidéos, tu fais pas mal de petits montages, etc. Pourquoi ça, t'as tenu à le laisser comme ça, et est-ce que tu peux nous expliquer? On en parlait, Abderrahman, la dernière fois. Hmm. Moi, c'était pour plusieurs choses. Une des choses, c'était que, en tant qu'auto-entrepreneur, parce que oui, on va le dire, on va pas s'en cacher, parce que certains frères, ils ont. Enfin, moi, j'ai pas honte de dire que j'essaye de me faire de l'argent et que j'essaye de gagner ma vie, j'essaye de vivre à l'étranger, j'essaye d'étudier, j'essaye de faire beaucoup de choses, j'essaye de même vivre tout simplement. Et que, en tant que mentalité entrepreneur, ça, c'est pour la partie à gauche, on va dire, pour la mentalité auto-entrepreneur. Et voilà, pour la mentalité auto-entrepreneur, c'était pour avoir un complément de revenus en dehors du textile, tu vois. Et Ok. le formation, Allahumma barik, c'est un monde où tu sais, t'as bossé, on va dire, 1 heure, 5 heures, 10 heures, 1 an, 8 ans, 10 ans, machin, sur un contenu. Et une fois que tu as fini cette période de travail dessus, tu l'as résumé dans une sorte de. Certains, ils font des vidéos, des contenus, des formations vidéo ou PDF ou tout ce que tu veux. Une fois que tu as condensé ça et que tu le mets à la vente, ça y est, le travail dessus, il est terminé. Et après, c'est des revenus et des revenus et des revenus, et toi, tu peux te concentrer sur autre chose. Et je trouve que le fait de vendre des produits numériques, c'est l'avenir. Et c'était déjà l'avenir. C'était juste, je crois, on en avait déjà parlé. Nous, enfin, Hmm. moi, pour moi, personnellement, on n'était pas au courant de ça. Moi, pour moi, les formations, dès que je voyais des pubs pour de la formation, je disais, mais qui va acheter ton truc? Même si elle est à 50 euros, je ne vais jamais mettre 50 euros dans ta formation, Foulen ou monsieur ou tout ce que tu veux. Et le temps, il passe et le temps, il passe. Et je suis rentré en France à un moment, donc et j'ai revu un ancien ami à moi qui était avec moi en BTS, et je lui parle. Et il est devenu, alors ma belle, prof à l'INSEC sur Paris. Donc il l'embauche en tant que, tu sais, les profs que, sous mission, tu viens 2 jours, tu viens 5 jours, tu reviens, Hmm. tu sais, on appelle ça, pas consultant, Vacataire, de toute façon. même pas vacataire, tu sais, il vient, il donne son expérience, après il part. Tu vois, C'est dans un le sens, intervenant, quoi. Ah, c'est un voilà, intervenant, ouais. exactement, merci Barakallahu fik, intervenant. Et du coup, il m'a dit, mais tu sais, je vends des formations, j'essaie de vendre des formations, je vends mon expertise, j'ai pas de produit fini. Parce que moi, je lui ai expliqué ma problématique qui était que parfois, j'étais en manque d'argent parce que j'achète du tissu, je paye les coutures et j'envoie en France et il y a zéro qui est rentré dans ma poche. Il m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai pas ce problème-là parce que je vends du coup ce que je sais, mes connaissances, et à partir de là, ça me demande d'investir zéro. Bon, il y a toujours des investissements, mais al-Muhim, c'est le message. Je lui ai dit, oui, mais qui achète ça sérieusement? Il m'a dit, mais t'es pas à la page. Il m'a dit, moi, j'achète des formations 700 euros et en anglais. Et ça veut dire que je fais l'effort après d'essayer de les traduire parce que je comprends pas tout.
Et quand j'ai vu tout ce qu'il dépensait, lui, en formation, je me suis dit, mais subhanallah, en fait, moi, je suis en retard. Les gens, ils se forment. Ils se forment, ils se forment. Et toi, tu dors. J'ai dit, non, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce que moi, je peux donner aux gens? Qu'est-ce que je peux apporter? Et toujours avec la Nia, c'est là où on en revient à la Nia, toujours avec une Nia, même dans Sahaba Store, Nia, ok, de vivre en Hijra, étudier, mais aussi de vêtir mes frères et mes sœurs. Et là, pareil pour la formation, comment je peux avoir de l'argent tout en profitant à la communauté musulmane? Comment je peux aider la Oumma? Comment je peux aider mon frère? Comment je peux aider ma sœur? Et comment je peux me faire un peu d'argent? Taïb, j'ai réfléchi. Il m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Là, regarde ton commerce, celui de ton épouse. C'est un savoir. J'ai dit, mais oui. À partir de là, j'ai commencé à me dire sur quel format je pouvais présenter ça, comment je pouvais présenter ça. Et le format que moi j'ai choisi, c'est pas un PDF où tout est balancé comme ça, et puis voilà, tu as les fournisseurs là, comment faire là. Non, la façon dont j'ai formulé ça et la façon dont, avec ma famille, on a essayé de structurer ça, c'est comme un frère ou une sœur qui parle à son frère ou à sa sœur. C'est dans le PDF, pour celui qui l'a acheté, il saura, et pour celui qui l'a pas acheté, il verra, et qui compte l'acheter, il verra. Certains passages par mon frère, attention, si là, tu vas au couturier et tu déposes ton tissu, surveille le monde de la couture. Le temps que le couturier va te donner, rajoute toujours du temps parce qu'ils respectent en règle générale jamais leur délai. Il se peut qu'ils changent de tarif au moment, en plein milieu de la production, et à la fin, ils donnent un prix différent du début, et toi, tu es obligé de payer parce que lui, sinon, il ne donne pas tes produits. Tout ça, c'est des tenbih, il y a mis des... Faites attention, et vraiment, c'est à base de fixe-toi avec lui, fixe un prix avec lui, fixe un prix ferme avec lui. Regarde s'il est digne de confiance, fais un prototype avec lui avant, ensuite reviens, vois, etc. Et vraiment, dans le sens où je parle à mon frère, je parle à ma sœur. Et c'est pas je t'envoie les informations comme ça. Non, c'est je veux ta réussite. Et même dans le côté femme, quand on parle pour les sœurs, on montre là où on a acheté le mannequin, tu sais, pour faire les photos. Attention, ma sœur, ne t'expose pas. C'est pas des choses qu'Allah Azza wa Jalla il agrée. Le fait que tu te prennes en photo, que machin, que tu mettes. Pour pas me mettre les mains à dos. Certains disent qu'ils suivent la vie d'un savant. Barakallahu fikum, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on veut préserver nos sœurs. Comme moi, je veux préserver ma femme. Comme Foulen, il préserve sa maman. Comme un tel, il préserve sa sœur. Mm. Moi, je préserve ma femme de par cela. Attention, ma sœur, ne t'expose pas. Prends le mannequin. Ça va être dur. Tu auras moins comment dire, de visibilité que les autres sœurs voilà, on va dire, barreaux devant la caméra ou sont devant la caméra, mais tu auras la baraka d'Allah Azza wa Jal. Fais Ouais. ceci, fais pas cela, attention à ça. Et je donne des petites astuces. Étudie la science. La science, ça fait partie des causes pour le risque, les savants, ils ont dit. Et oui, quand tu étudies, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, mais tu fais aussi des causes pour le risque. Et à la Mm. fin, tu clôturé par le fait que toi, tu fais juste les causes, mais tu les fais bien, et c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Tu sais, parce que certains, oui, en 2 semaines ou en 5 mois, tu vas gagner tant, que machin, que ceci. Non, pas comme ça. Tu fais les causes, et Allah Azza wa Jal va te faciliter, Inch'Allah ta'ala. Et nous aussi, contacte-moi une fois, mon frère, ma soeur, que tu t'es lancé. On va te faire de la promotion, on va laisser te lancer ton commerce. Tu vends la même chose que moi? Là, bah, pas de problème. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui dispense le risque. C'est lui qui donne. S'il te donne à toi, moi, je vais rien perdre. Tu t'inquiètes pas pour moi. Belle, et au contraire, le musulman, il pense différemment. Ah, j'ai un nouveau concurrent, j'ai un nouveau frère en Allah Azza wa Jal qui vient de se lancer. Et en l'aidant, Allah Azza wa Jal, il va m'aider. Du coup, donc toi, tu as basculé, enfin, tu as basculé entre guillemets, tu étais dans le textile, tu es toujours dans le textile, et tu t'es lancé dans ce qu'on appelle l'infoprenariat, donc vente de formation. Qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau ou peut-être de nouvelles difficultés dans ce business model? C'est le contenu, après. Ça, le fait de vendre des formations, ça demande de faire un contenu régulier. Limite journalier. Hebdomadaire, ça fonctionne plus aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, machin, etc. Ça demande un contenu. Tu es obligé d'avoir un contenu. Tu es obligé de bien présenter ton produit. Tu es obligé que ça fasse beau. Tu es obligé de ceci, tu es obligé de cela. Et voilà, on va pas se mentir. Nous, les hommes, on n'est pas trop dans ça. Moi, c'est pas la catégorie de. C'est pas un des aspects de mon business que je travaille le plus. Entre guillemets, je laisse plus ce côté-là à ma femme, tu vois. Le fait que il faut parler, et il faut parler, et là où tu vas, et on en parlait avec le frère Abdurrahman, et là où tu vas, il faut prendre des vidéos, et il faut prendre ceci, Là, et tu parles d'alimenter tes réseaux, là. La voilà. communication en général, hein, c'est pas du contenu. Non, Enfin, je veux dire, pas le contenu, là, tu parles pas du contenu de la formation, tu parles de ta communication, hein, pour que ce soit clair. oui, c'est ça, pardon. Donc, Ouais. à partir de ce moment-là, parce que les gens, aujourd'hui, les gens, ils achètent aussi une partie de comment tu as fait pour avoir ce produit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et surtout, la facilité, ça a été que, alhamdoulilah, comme toi, même si moi, j'ai pas d'expérience dans le domaine des formations, j'ai de la crédibilité. Parce que derrière, il y a Sahaba Store. Parce que derrière, il y a Basma Store. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah. Les gens, ils vont pas voir quel diplôme tu as fait. Ah, il a fait un truc qui réussit. Al-Muhim, c'est que ça doit fonctionner plus ou moins les méthodes qu'il a utilisées Mhm. sont d'être.
sa preuve, c'est son commerce. Non. Comme ça que ça roule, tu vois. Mais t'as vu par rapport à... Donc, comme tu as dit, tu as demandé, enfin, tu t'es informé auprès de cette personne qui t'a dit, voilà, est-ce que tu as un savoir-faire, etc., etc. Toi, tu avais déjà la connaissance au niveau du textile. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as dû apprendre, ou bien peut-être que tu avais déjà vu que tu étais un peu demandé dans les études, ou que tu as dû te réapproprier pour pouvoir donner un produit fini complet. Tu vois? Par exemple, quand je regarde dans le sommaire de ta formation, il y a le statut juridique, il y a le branding, conception de logo. Est-ce que tu avais déjà tout testé, ou bien il y a des savoirs qu'il a fallu que tu apprennes, que tu te réappropries pour pouvoir voilà, proposer la formation complète. Je sais pas si tu m'as bien compris. En fait, comme je t'ai dit, il y a pas de savoir que je me suis réapproprié ou que j'ai réappris en proposant cette formation, mais plus, c'est yani, comment j'ai fait, tu vois. Comment j'ai fait, moi, je l'ai mis sur papier Mm. avec des conseils, en essayant de justement, là où je me suis trompé, mettre des petites tanbihat, yani attention, ne pas faire ça, attention, machin. Moi, j'ai perdu du temps avec des gens, j'ai perdu du temps avec des couturiers, j'ai posé mes produits 2 semaines, je ne l'ai pas relancé, je suis revenu 2 semaines après, il n'y a rien qui a été fait. Et entre-temps, tu as besoin d'argent, entre-temps, tu dois ceci, tu dois cela. D'accord, ok. Ouais, Voilà. c'est vraiment, genre, t'es passé par tous ces points-là. Ouais, ok, Voilà. t'es Ça, c'est passé un par tous comment ces j'ai points-là, fait. toi, déjà. Comme moi, j'ai lancé Sarabastor depuis pas longtemps, donc c'est très frais dans ma tête. Comment j'ai fait? Je l'ai mis sur papier. Il n'y a pas de. euh, bon, ça marche ou ça marche pas, c'est encore une fois, c'est chacun ses trucs. Mais j'ai pas fait de. Comment ils disent ça, le triangle de. J'ai oublié, subhanallah. Et, Annick, tu sais, la pyramide de Maslow ou des trucs comme Mhm. ça. Commerce, des trucs dans le business approfondis, le son casse, le fait que le client il est sensible à ceci, cela. Non, même pas. Franchement, je suis pas rentré dans tout ça. Je suis plus rentré dans le sens où fais cela, vise plus cela. Si tu fais un commerce, arrange-toi pour que ce soit hommes et femmes pour viser tout le monde. Si tu fais un commerce, arrange-toi pour avoir plus de produits femmes que d'hommes, parce que les femmes, ça se vend plus que les hommes, tu vois. Déjà, les femmes, on sait tous qu'elles ont besoin de plus de vêtements que les hommes. Tu regardes, nous, on achète un tamis tous les je sais pas combien, ou des sarawil tous les je sais pas combien, sauf exception. Mais les femmes, ah non, il faut que j'achète ceci, il faut que j'achète cela, et, il me faut ceci. Et je vais faire un cadeau à mon père, et je vais faire un cadeau à mon frère. Ça veut dire que, Yani, ce que tu proposes, moi, j'avais recommandé de faire un. Enfin, ça dépend de chacun, mais encore une fois, c'est des recommandations. Si tu- Mhm. Avec 60% côté femme, 70% et 30% côté homme. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est des choses comme ça. Comment on va dire, comment tu gères un peu tes stats? Parce qu'il faut que tu observes par rapport, comme tu as dit, ça vend plus du côté des femmes, etc., ou que tel produit se vend plus du côté des hommes, ou je vais plutôt faire ci, je vais plutôt faire ça. Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu utilises peut-être, tu t'intéresses un peu au marketing? Ou comment tu fais pour en gros suivre la demande du client? C'est des retours que tu fais des sondages, ou comment ça se passe? C'est des retours que tu as directement? En fait, tu le sens au niveau de tes ventes et au niveau des ventes côté femme, tu vois? Et Mm. tu le sens au niveau de l'engouement quand tu postes ou quand tu ramènes quelque chose de nouveau, côté homme, et quand tu postes et tu ramènes quelque chose de nouveau, côté femme, tu vois? Mm. Par exemple, côté femme, Allahumma barik, on a fait une création qui fait que c'est un khimar, et tu sais, tu l'attaches devant comme si tu attachais des lacets, pour Mm. pas que le vent, du coup, enfin, comment dire, pour pas que le vent, il te fasse basculer ou il te fasse voler ton khimar, tu vois, dans ce sens-là. Et du coup, ça, Allahumma barik, ça a fait un bruit énorme, tu vois, au niveau de la communauté femme. Et en plus, voilà, c'est plus les femmes sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, tu vois. Mm. De l'autre côté, moi, j'avais fait quelque chose aussi, alhamdoulilah, que j'avais trouvé bien. C'était un genre de pantalon de costume, mais large un peu, tu vois, qui sert pas, tu vois. Mm. Et ça, c'était pour les frères. Ils travaillent dans Paris ou ils travaillent dans des grosses boîtes ou machin. Et je l'ai fait avec Mia, après, Top. tout le monde. Mais voilà, dans le sens où eh ben, tu peux aller bosser en étant char'an et eux, au travail, Annie, ils vont croire que tu es dans le style, c'est tout. Et du coup, à partir de là, ça aussi, ça a fait du bruit. Mais quand je vois côté femme, qu'est-ce que ça fait et côté homme, tu sais, une femme, quand elle aime, elle va te l'écrire. Quand elle aime, elle va envoyer un message sur les réseaux sociaux. Une femme, quand ceci, elle va dire, moi, par exemple, je vois les réseaux sociaux de ma femme. Niveau des messages, il y en a beaucoup, tu vois. Et des fois, c'est juste des messages, Salem Ourti, j'aime bien ce que tu fais. Salem, ma sœur, ma femme, elle reçoit des messages du style, Salem, ma sœur, je te remercie pour ce que tu fais pour la communauté. Barakallahu fiki. Tu vois, alors que nous, côté homme, on n'aura pas même si on s'aime tous, tu vois, on n'aura pas ce comportement-là. Ça veut dire que, Et encore une fois, les femmes, elles sont plus réceptives que les hommes, tu vois. Et ça se ressent alors que j'ai pas fait des études dans ce domaine-là, tu vois. Mais ça se ressent au Après, niveau c'est de plus, voilà. communication et de- Elles extériorisent plus aussi, ouais. Donc, c'est plus facile peut-être à recueillir. Ouais.
Ouais, puis de toute Les façon, de retours base, ils que sont tu as plus par rapport au émotifs, hein. produit. Ouais, donc c'est au niveau des ventes directement. Ouais, mais de toute façon, en soi, c'est comme si tu avais un peu pris tout sur le tas et puis que tu avais fait des erreurs, tu t'es tombé, tu as vu comment fallait faire et puis après, voilà, tu as rédigé tout ça. C'est un peu l'histoire de Sahaba Star, en fait, ta formation, c'est ça? Ah, et c'est exactement ça. En fait, c'est l'histoire de Sarah Bastor et aussi celui de ma femme qu'on a combiné pour donner un guide afin que celui qui veut lancer son entreprise dans le même domaine que nous, eh ben, il fasse pas nos erreurs et il perd pas du temps là où nous, on en a perdu. C'est juste ça. Hmm. Je pense aux Ok. frères, par exemple, Allahumma barik de Jama Astor. Chez Astor, il y a pas mal de commerces qui sont actuellement sur les réseaux sociaux. Et moi, je Hmm. le sais depuis qu'on a fait ce PDF-là. Aujourd'hui, même des commerces de sœurs, ma femme me dit, regarde, ça, c'est ce que nous, on propose, les fournisseurs qu'on propose, regarde cette commerçante. Et des fois, même si la personne ne te prévient pas, tu sais d'où ça vient, tu vois. Une fois que tu as un peu d'expérience, tu sais tel produit venait d'où. Et puis ma femme, elle sait, parce qu'avant, ce produit-là, elle le vendait. Du coup, elle sait c'est qui le vend. Et tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va un Ouais. peu vite. Tu vois, tu fais vite le lien, tu vois. Hmm. Je Donc, vois. alhamdoulilah, et vraiment, qu'Allah Azzawajal, yani, leur facilite et les enrichisse dans le Hmm. halal. Il n'y a pas plus Hmm. grand. Amen. Et, Et juste maintenant, pour faire juste en termes de comparatif entre ta marque de vêtements et ta formation, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent ou c'est quoi la proportion de chacun? Ça peut aller vite dans le sens où même si tu fais de l'argent entre guillemets, avec une marque de textile, le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est pas la même chose. Bon, bien sûr. Et de l'autre côté, même si tu fais moins, c'est 100% du bénéfice, tu vois. Bien sûr, on enlève les charges et tout, c'est 100% du bénéfice. Ça veut Mhm. dire, moi, de mon côté, je ne sais pas pour ceux qui font les deux, mais c'est plus Sahaba Store que Moussa Firin. Moussa Firin, c'est vraiment, ma formation, c'est vraiment une bonne canne. Tu vois ce que je veux dire? Dès D'accord. que, dès que allez, je balbutie, comment on dit, dès que je suis un peu instable, je me repose sur cette canne et ça va tout de suite mieux, tu vois, alhamdoulilah. Ok. Mais parce que tu vois, par rapport à ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui voient justement le côté, ouais, dans la formation, c'est total bénéf. Tu fais ton produit, et après, voilà, mis à part, comme dit, tu vas investir un peu dans la communication, le marketing des logiciels, mais tu n'as pas de produits, de fournisseurs, etc. Donc, tu marges voilà, à 90%. Donc, il y a des gens qui voient ça, ouais, c'est facile, je fais quelques vidéos, je prends 90% de marge. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de vendre des formations. C'est vraiment difficile. de toute façon, c'est simple, la personne qui dit bah, c'est facile, il faut le faire déjà, comme ça. De un, elle va se Non, rendre mais en compte. fait, je dis ça. Oui, mais en fait, il y en a plein qui se lancent. Il y en a plein qui se disent c'est facile. Après, quand ils sont dedans, ils veulent faire leur truc, bah, ils voient que en fait, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas C'est aussi clair. facile que ça de faire l'argent avec la formation. Parce qu'en fait, comme tu as dit, ce que les gens n'ont pas compris, c'est dans le monde de la formation, comme tu as dit, toi, ça demande de faire énormément de contenu, d'alimenter tes réseaux. Pourquoi? Parce que pour vendre de la formation, comme nous on vend, on ne parle pas à des grandes institutions pour faire des formations en langue, etc. Tu vois. Mais sur le modèle qu'on a, en fait, ce qu'il faut, c'est personal branding et une audience. C'est pour ça que tu as besoin de beaucoup booster, parce que si tu n'as pas d'audience pour vendre de la formation, c'est mort. Ah ouais, c'est très compliqué. Clairement, Bah, clairement, clairement. Quand tu viens avec la formation, ou tu viens avec un concept inédit, où tu proposes de former sur un truc qui n'existe pas, ou vraiment tu viens avec une bombe, comme on dit, là, il faut une communauté, hein. c'est clair. Ben oui, parce que les gens, ils vont pas acheter s'ils ne te connaissent pas, hein. Et ouais, c'est un menteur, c'est un nanana, c'est qui lui si les gens ne te connaissent pas, ils vont pas acheter. Donc c'est pour ça qu'il faut monter une communauté. Et, les gens, ils n'achètent pas la formation dès la première fois qu'ils te voient. Il faut qu'ils commencent à consommer ton contenu pendant plusieurs mois avant d'acheter ta formation, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est intelligent. Quand je dis c'est intelligent, faut pas y voir du calcul, hein. Mais en fait, c'est factuel, tu vois. C'est intelligent le fait que tu sois pas seulement focus textile. Tu vois, tu parles aussi de l'Égypte, tu parles aussi de ton expérience personnelle, tu parles aussi tu donnes des conseils, etc., etc. Ce qui amène un contenu à la fois divertissant, à la fois instructif et ce qui permet aux gens, en gros, on va dire qu'ils ne s'ennuient pas sur tes réseaux, tu vois. Mais je Mm. vois que, du coup, toi, tu es un peu partout. Tu suis une cadence qui a l'air assez, je vais pas dire effrénée, mais une bonne cadence. Comment tu gères tes réseaux? Comment ça se passe? Ça doit te prendre une bonne partie du temps de gérer tout ça, parce que tu publies pas mal. Là, après, faut pas oublier aussi de l'autre côté, il y a le Merkez. Alhamdoulilah, là, je l'ai fini, mais c'était Mm. avec étudier en même temps, gérer un commerce, proposer des clients. Là, cette dernière année, là, elle était un peu compliquée. Mais Et déjà, je dois avouer, excuse-moi, je te coupe, je dois avouer, parce que là, j'avais oublié que tu étais au Merguez en même temps. Je dois avouer que là, j'allais dire, tu m'as fait mentir. Tu m'as fait mentir, mais pour moi, c'était impossible que tu sois à l'Ibana et tu un business à côté. Pour moi, c'était impossible. Jusqu'à que je te rencontre. Parce que pour moi, c'était mieux que tu ailles
ailleurs, là où il y a moins d'heures, tu fais moins d'heures, tu as du temps pour, voilà, tu gères tes devoirs, tu fais ce que tu as à faire. Et à côté, tu as le temps de faire ton petit business. Mais maintenant, les gens, ils savent, voilà, faut de la concentration, tu as pas mal de devoirs, tu as pas mal de choses. Donc, ça aussi, j'aimerais bien que tu expliques comment tu as organisé tes journées pour pouvoir tenir tout ça, les cours en classe, les révisions, sachant que voilà, c'est connu qu'à l'Ibana, tu as besoin de pas mal d'heures chez toi pour réviser, faire tes devoirs avec les petits rennes, plus gérer ce commerce-là qui demande également du temps. Donc, en termes d'organisation, ce serait très intéressant de savoir. Moi, D'ailleurs, déjà, ça pourrait être un nouveau chapitre parce que je vois que tu n'as pas, t'en as pas fait part dans ton PDF. Là, tu peux faire une réédition avec un rajout, organisation. ça fait une idée, mais avant de te répondre par rapport à ça, je suis pas trop entre guillemets pour. Parce que, par exemple, moi, quand je vends le PDF, moi, ça fait rien, où je dis oui, le business guide, où je dis oui, aide à ouvrir son commerce, tu vois, comment ouvrir son commerce de prêt-à-porter. Et ça peut faire la hijra, tu vois. Et Mm. des fois, bon, après, c'est de l'ignorance, encore une fois. Mais deux, trois personnes, si ça peut arriver, oui, ils vendent comment faire la hijra. Ils vendent des. Tu vois, ça peut aller très, très vite, le monde. Des fois, peut-être pas un bon soupçon, wallahu a'lam. Tu vois? Et du coup, tout ce qui se rapporte à la religion, comme le fait de comment réviser, comment on appelle ça, comment réviser et en même temps travailler en même temps, c'est vrai que ça peut être intéressant à vendre comme concept. Mais à partir du moment où il y a une petite alaqa, un petit lien avec la religion d'Allah Azzawajal, je suis pas à l'aise pour le moment. Pour te répondre, c'était dur après. La vérité, c'était dur. C'était dur. Surtout quand tu vois que Aïbala, c'est 4 heures, plus il y avait les devoirs qu'ils te donnent, plus c'est 5 jours par semaine, plus voilà, et il faut apprendre et apprendre et apprendre et apprendre. Et il faut pas, les gens, c'est pour ça, voilà, j'ai fait la vidéo, mais c'était une partie 1 et je comptais en parler plus tard. Mais il faut savoir que c'est de la lutte, hein. Tu te réveilles, tu as les yeux qui piquent, tu rentres, tout le monde dort déjà, tu es à droite, tu es à gauche, tu voyages, mais il faut avoir le sens des priorités. Avant, entre guillemets, d'étudier, il faut que tu restes dans un pays musulman. Moi, comme ils ont dit les savants, la hijra, elle est prioritaire par rapport à l'étude de la science. Entre étudier ou faire sa hijra, fais ta hijra. Ça, c'est de un. Ensuite, deuxièmement, par rapport au fait de combiner Sahaba Sor avec les études, il faut savoir que moi, je suis venu en Égypte avant Sahaba Sor. Sahaba Sor, ça m'aide pour les études, mais ça va jamais me. Min fadlillahi ta'ala, Inch'Allah, ça va pas me distraire, tu vois. Dans le sens où, moi, je suis venu pour étudier avant tout. Sahaba Sor, c'est bien, c'est cool, tout ce que tu veux, mais moi, je suis venu pour étudier. Je suis venu pour apprendre. Je suis venu pour en savoir plus sur la religion d'Allah Azzawajal. Me fondre dans la masse et délaisser tout ça et puis après partir et machin. Non. S'il faut que demain j'ai un peu d'argent et que je vois que Sahaba Store, ça prend trop de mon temps, je peux plus étudier, je vais vous dire salam alaikum, moi je ferme la boutique et je vais étudier. C'est pas mon Sahaba Store, je prends ça comme mon compagnon, comme si, voilà, comme, je prends ça comme aide pour pouvoir aller étudier, pour pouvoir voyager, mais c'est pas ça qui va entre guillemets, me faire délaisser la science, tu vois. Moi, j'ai cette envie d'étudier, j'ai cette intention-là, Inch'Allah, j'ai cette nia-là, et je veux pas la gaspiller, je veux pas la. Il y a beaucoup de frères, tu sais, qui veulent étudier, qui veulent un commerce, qui veulent ceci, qui veulent cela. Allah Azza wa Jalla, il m'a dit ça, je vais jamais. Faut pas que je tourne la tête, hein. Il faut pas que je sois distrait. Les études avant tout, l'étude de la science avant tout, hein. Et pas Sahaba Star qui passe avant. Ça veut dire, s'il faut que je perde de l'argent ou que je ferme la boutique, encore pire, ou ceci ou cela, alhamdoulilah, là-bas, pas de problème, sans rancune. Et comment moi je combinais les choses, je faisais passer l'école en premier. J'arrive toujours à l'heure, alhamdoulilah, je rate pas un cours sauf si je suis malade ou que X ou Y raison grave, quoi que ce soit. Mais alhamdoulilah, les frères qui sont dans ma classe, on a un petit groupe où on essaie de s'entraîner dans le bien. Alhamdoulilah, c'est l'école avant tout. euh, et c'est comme ça que je vois les choses. Pour voyager, en fait, à Ibana, toutes les 5 semaines, tu as une semaine entre guillemets de pause entre chaque niveau, tu vois. Et Mhm. c'est pour ça que j'en profitais pour voyager. Et sachant que l'Égypte, c'est très bien placé par rapport au Moyen-Orient. Ça veut dire que tu peux aller faire un aller-retour à Oman pour 250 euros. Tu peux faire un aller-retour au Qatar pour 280 euros. Tu peux faire un aller-retour en Arabie Saoudite pour 190 euros. Tu peux aller à Dubaï, Abu Dhabi, qui sont juste à côté, pour 190, 250 euros aller-retour. Et moi, j'ai profité. Et en plus, Tom, tu sais, la difficulté d'avoir le visa en Égypte, à partir de là, comme le visa il dure un mois, plus les 2 semaines qui te laissent comme délai, chaque un mois et 2 semaines, ça tombait dans la pause du Moussa, hop, je voyage. Et j'en profite. Et j'achète des tissus dans les pays dans lesquels je voyage. Et je montre en vidéo. Et ça me permet de faire du contenu. Et ceci, et cela. Et voilà, tu vois. C'est comme ça que j'essaie. D'accord. Donc, ok, donc tu voyages, tu vas récupérer le tissu. Donc, en même temps que tu voyages, c'est là que tu profites pour faire les photos de tes contenus, etc. Parce que je vois que à chaque fois, tu es dans des décors de ouf. Donc,
Tu fais une paire de coups, c'est ça, là où tu vas, là où tu voyages, tu prends tes photos. Euh, En gros, tu as une semaine pour gérer ça, et puis après, tu reviens, quoi. Non, c'est exactement ça. Si je prends des tissus que je ne trouverais pas en Égypte, comme par exemple le tissu Toyobo, tu sais, importé du Japon que les Saoudiens, Ouais. À Oman, tu as trouvé ça, il me semble. voilà, tu vois. Non. Et du coup, j'en profite pour en ramener parce que ça, c'est un tissu qui est assez cher, qui ne se trouve pas en Égypte. Et Mm. du coup, je prends des photos et je fais du contenu en même temps et j'essaie de tout rassembler. Et j'essaie même des fois de faire du contenu de telle sorte à ce que même quand je rentre, et ben pendant 2 semaines, j'ai sous la poche quelques photos, quelques vidéos, quelques ceci. Mais je te cache pas, Harry, c'est très fatigant. Et des fois, tu révises. Ouais. Parce que ça, on va parler clairement. Tu vois, la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Tu révises pas comme tu veux, dans le sens où tu n'as pas le temps que tes frères, ils ont pour eux réviser à la maison. De l'autre côté, tu n'as pas leur sommeil à eux. De l'autre côté, tu n'as pas les petits moments de pause que eux, ils ont. Tu vois, mais alhamdoulilah, tu vis bien, tu vois. Et tu arrives à t'en sortir et tu peux voir plus loin, comme on dit. Mais ce n'est pas évident. C'était pas évident. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bah, moi, je Ok. crois, on a notre cher d'Égypte. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'Égypte là avant de se quitter. Mhm. Je pense qu'on pourrait faire à nous trois, on pourrait faire un bon retour, je pense, sur l'Égypte à partager. Déjà, je Mhm. sais pas, Abou Soumaïa, si tu peux commencer à nous raconter ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en Égypte, comment ça s'est passé un peu quand t'es arrivé, qu'est-ce que tu as découvert, etc. Moi, il faut savoir que j'étais pas au courant qu'il y avait une communauté francophone en Égypte en école, et j'étais pas au courant, tu sais, du groupe Telegram, là où il y avait 5000 francs. Ok. C'est-à-dire que moi, en fait, je voulais apprendre l'arabe déjà depuis la France, et j'avais pris des cours avec un étudiant égyptien qui est venu faire son master en France. Il faisait un master en langue française ou quelque chose comme ça, tu vois. Et pour payer son loyer et arrondir ses fins de mois, il donnait des cours d'arabe. Moi, je connaissais rien à ce moment-là, donc on a des cours avec lui et tout, et ça avance. Et il parle de l'Égypte. Et à ce moment-là, tu sais, Allah Azza wa Jal, il fait très, 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 très bien les choses. Ça allait pas au niveau professionnel, ça allait pas au niveau personnel, etc., etc. Ça veut dire que je me suis mis en tête d'y aller, tu vois. Et pour moi, dans ma tête, je me suis dit en 3 mois, j'allais partir et revenir et j'étais arabophone et ceci et cela. Tu vois ce que je veux dire? J'étais un peu désinformé. Et ça, c'est aujourd'hui un des défauts de l'Égypte, c'est qu'il y a énormément de désinformation. On n'est pas très bien informé. Et je te parle, imagine, il y a 2 ans et demi. Il y avait Mhm. très peu d'informations. Il fallait aller sur des sites, je ne vais pas dire bizarre, mais il fallait aller sur des sites blog façon où tu pouvais trouver 2, 3 témoignages de sœurs ou de frères qui parlaient et tout. Mais je suis parti, j'avais peur, je pense, comme chacun et tout. J'étais pas rassuré, tu vois. Donc, le père, cet étudiant égyptien qui était venu faire son master en France, il me montre comment faire, il me dit que le visa, machin, ceci. Je prends le billet pour l'Égypte et j'avais pris un Airbnb depuis la France ces 2 semaines, histoire que j'ai un pied à terre et que je vois par la suite. Donc, j'arrive, je prends un taxi en bas, enfin à l'aéroport, il me met l'adresse, on y va, on arrive dans un désert. Ah, parce que je connaissais pas les quartiers, tout ça, t'as pris un peu n'importe où, peut-être. C'est même pas ça. Il m'a arnaqué, c'était une fausse annonce. Il n'y avait pas Donc, d'Airbnb. hein, Airbnb, en fait, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de logement. j'étais en plein milieu d'un désert, il y avait pas d'immeuble, il n'y avait rien. Subhanallah. Bienvenue. Subhanallah. Non, non, Il est ouais, minuit 30, un truc comme ça. Et l'étudiant français que je te disais, super gentil, mm, euh, c'est son père qui m'a accueilli. Tu vois, c'est son père qui m'a accueilli. Et du coup, il était avec moi dans le taxi. Il voulait juste me raccompagner à l'Airbnb, tu vois. mm. Du coup, je suis avec le taximan et le papa de l'étudiant et on voit qu'il n'y a rien. Et on tourne, on tourne, on tourne, il n'y a rien. Du coup, moi, je connais rien, j'ai même pas d'argent, j'ai pas la monnaie locale sur moi et tout, et tout. Et du coup, j'appelle ma famille. Je leur dis oui, le Airbnb, c'était une fausse annonce, on m'a arnaqué. Ils m'ont dit, viens, c'est bon, t'as fait les causes, rentre. Pas résilient. Du coup, j'ai dit, non, c'est pas comme ça et tout, je vais rester. Et, le papa propose gentiment de m'accueillir chez lui. J'étais super gêné et tout. J'ai dit, OK. Il faut savoir que tout le monde n'habite pas au Caire, hein. Il me Ah, ramène, on prend plein de cars, des bus, tu sais, les minibus comme vous voyez et tout. On prend des minibus et tout. On arrive dans son village, arrive des mini-ruelles, le sol pas pavé, un village d'Azur et Asmar. Vraiment. mais donc, lui, il était venu du village pour t'accueillir à l'aéroport. Un village, quand je te dis, hein, j'avais l'impression que j'étais dans Azur et Asmar, Harry. Moi, je C'était. n'ai pas la ref. Ah, moi non plus, là. Et du coup, je vais chez lui, je rentre chez lui. Et ce frère-là, là, cet étudiant-là, il avait des sœurs, tu vois. Et le papa, bon, déjà que tu m'accueilles chez toi, déjà que tu m'accueilles chez toi, bon, il est 3 heures du matin, on arrive chez toi, moi, je dors là où tu me dis de dormir, tu vois.
Donc, il me ramène dans une chambre, et il me met dans un lit, et c'est pas, il dort à côté de moi. Mais tu sais, sous la fatigue, ça allait faire 24 heures, j'ai pas dormi. Sous la fatigue, je tombe direct. Oui, je me relève et il me ramène au sourd. Et je me dis, mais j'ai des sourds, des ânes, des machins. Après, c'était la campagne. Ouais, Et- subhanallah. Ouais, je t'assure, c'était éprouvant. Et ça, quand je raconte ça à des frères, parce que les frères, tu sais, on se raconte beaucoup et tout, et je racontais. Ça, c'est une histoire que les gens ne connaissent pas, tu vois. Mais quand je raconte ça aux frères, ils me disent, mais moi, ça fait longtemps que j'aurais fait demi-tour. J'avais rentré. Ayo. Et Rentrer, ça fait ben, longtemps, tu vois. Non, mais ça, c'est juste pour expliquer que dès que tu arrives, Allah Azza wa Jalla, il va t'éprouver et c'est normal. mm, Prouver ta détermination, elle est comment? Tu vois, moi, je l'ai pris comme ça. J'ai dit, ah oui, ah, c'est une épreuve. Il faut... Et c'est comme ça que je l'ai pris. Après, alhamdoulilah, bon, je me suis installé. La suite, vous la connaissez. Je me suis installé. J'ai fait les causes. Il y a plein d'autres histoires, mais on va passer ça, Inch'Allah. Peut-être une autre fois, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis marié. Puis après, j'ai monté Sahaba Store. Puis après, j'ai fini le Merkez. Et puis, mais par rapport à ta. bon, Parce que pour c'était ça le thème à la base, par rapport à ta vision générale de l'Égypte. et ma vision générale de l'Égypte, c'est que moi, j'aime beaucoup ce pays. Et carrément, même les frères, ils me disent, mais toi, tu as tout connu ici en Égypte. En vrai, t'es un mystery, toi, tu vois, t'es à l'Égypte. Et en vrai de vrai, moi, j'ai beaucoup appris en Égypte. Ça m'a beaucoup apporté, walhamdulillah, dans tous les sens du terme, religieusement, financièrement, affectueusement, tout ce que tu veux, walhamdulillah. Et voilà, ça reste pas chez toi, tu ressens l'Euroba, tu vois. Ouais. L'étrangeté, c'est pas chez toi, frère. Et respect aux frères qui se sont installés en Nigeria là-bas alors qu'ils sont pas de là-bas. Mais moi, je peux pas, faut que soit je retourne dans mon pays, soit peut-être un autre pays ou quoi que ce Mm, soit. Mais moi, je me voyais pas sur le long terme. Tu sais, il y a beaucoup d'étudiants là-bas, du monde entier, tu sais, avec Al-Azhar à côté. C'est-à-dire que les muamalat, les transactions commerciales avec les gens, tu sais, ils jouent beaucoup sur la religion. Harry, donne-moi et machin, et mm. ceci. Tu prends un taxi et il change le prix à la fin, et s'il te plaît, et machin. C'est éprouvant. Mais ouais, alhamdoulilah, qu'est-ce que c'est bénéfique, ouais. Désolé, Non, hein. et toi, t'habites dans quel quartier, après? Moi, j'habitais dans le Hil Ashir, à la limite avec le Tessia. Je sais pas si tu vois vers le Vodafone. Ok. Ouais, Alors, Majid Razine. Ah, ouais, Vodafone, ouais. bah, exactement. J'habitais là-bas. Ok, ok. Et, Et toi, Abdurrahman, tu peux nous partager un peu ton histoire avec l'Égypte? oh, bah, je vais faire un résumé, ce sera pas long. Moi, je suis venu la première fois 2010, 2011, je crois. 2011, euh, pareil, hein, on veut apprendre l'arabe, on vient. Je connaissais personne, pareil à l'époque. Je me souviens même pas. Ouais, à l'époque, on n'avait pas trop réseau et tout, etc. Donc, j'arrive, mon grand frère, il connaissait une personne. Cette personne-là, elle m'a fait rencontrer un autre étudiant, ben Arafat, du coup. Arafat, c'est un frère qui travaille avec nous des fois. Ben, c'est là que je l'ai rencontré. C'est quand cette personne m'a fait rencontrer Arafat, qui lui, il avait un appartement tout seul. Donc, je me suis mis avec lui dans l'appartement. Puis après, Dans quel quartier? Khamis, je suis arrivé à Khamis. Et après, on a accueilli plusieurs frères dans l'appartement, mais c'était nous les deux tauliers, on va dire. C'est nous qui tenions l'appartement, c'était nous les anciens, on va dire. Et puis, ça aide énormément. Parce que tu as Abou Soumeya, tu racontais, t'es arrivé, t'étais tout seul, etc. Moi, le fait qu'on m'ait fait rencontrer ce frère-là, franchement, déjà, ça élimine ton séjour, tu vois. Vous vivez les trucs à deux, vous êtes là, même si on n'était pas au même Merkez, on ne faisait pas le même cursus, mais de le voir avancer, lui voir avancer, etc., ça a énormément. Tu gardes des bons souvenirs de ton séjour, du coup. Après, je n'étais pas resté longtemps, j'ai fait 6 mois, 6, 7 mois. Mais par la cause de ce frère de Arafat, du coup, bah, on avait. Petite anecdote du thème, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il a trouvé comment passer le permis de conduire. Comment passer le permis de conduire, aller au consulat, faire en sorte qu'on puisse le changer une fois arrivé en France, etc., etc. Donc, on l'avait fait à la fin de notre séjour, parce qu'on n'était pas venu pour ça, on avait bien profité, etc., etc. Mais on avait prévu un temps précis qui était ouais, qu'il n'y avait plus d'argent, en fait. Donc, au bout de 6, 7 mois, je suis revenu en France, mais juste avant, voilà, on avait passé le permis. Et quand on est arrivé en France et tout, mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui m'a accordé comme risque avec ce permis? Voilà, alhamdoulilah. Parce qu'après, j'ai énormément travaillé dans la livraison, etc., etc., etc. Donc ça m'a vraiment été bénéfique de fou. Et On ça n'est se passe jamais. comment le permis là-bas en Égypte? Alors, là, tu veux des histoires, toi? Bah Des- ouais, c'est là pour ça, non? Regarde, c'est simple. C'est simple. C'était simple parce que là, ça monte à 13 ans maintenant. Euh, T'arrives, le gars, il te donne une feuille, une grande feuille à grand format, quoi, de format A4, on va dire. Il y a des panneaux. D'accord, il y a des panneaux, il y a écrit en dessous en arabe, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Tu dois apprendre. J'ai compris que c'était le code. Donc, tu apprends les panneaux. J'ai appris les panneaux, on a appris les panneaux, on est revenu le lendemain.
Il nous a posé la question sur trois, quatre panneaux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Lui, il avait une feuille où il n'y avait rien écrit. Il fallait tomber juste. Là, tu pouvais voir ça à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, une fois que tu as passé ce petit examen-là, que vous passez dehors sur un banc avec l'examinateur en vite fait, il faut, quand tu passes ton permis, que tu ramènes ta voiture. Donc oui, ça n'a pas de sens parce que tu n'as pas le permis, donc tu n'as pas de voiture. Mais voilà, il y a des mecs à l'extérieur du Mourour, parce que c'est au Mourour que tu passes le permis, qui sont là pour ça, pour te louer la voiture le temps que tu passes ton petit permis. Donc on va voir les gars, on les paye, ils nous laissent le véhicule. Et puis là, l'instructeur, il me dit voilà, de faire un tour de rond-point, une marche arrière. Voilà, c'était ridicule en fait. Quoi, tu vois. Donc voilà, je fais le tour du rond-point. Je me rappelle même carrément, j'ai touché un plot. Et puis voilà, t'as ton permis en fait, tu vois. Ça y est, t'as ton permis. Et quand on a vu que c'était tellement simple, c'était tellement vite fait que le lendemain, on a dit, bon, vas-y, on peut passer permis moto maintenant. Donc, même concept, tu reviens, tu repasses l'examen avec le gars, tu vas chercher une moto à l'extérieur du Moro, que tu loues à un gars à l'extérieur, tu viens, tu fais faire deux, trois zigzags, et t'as permis moto. Et, et ouais, non, ça m'a aidé de ouf. Et donc, voilà, c'était aussi simple que ça. Donc, ça, déjà, ça m'a donné un bon souvenir de l'Égypte. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la famille à Abu Soumeya, bah, tu vois, ma famille, quand je suis parti en Égypte la première fois, on m'a pris un peu pour un. Mais de toute façon, j'avais déjà un peu. J'étais déjà un peu un aventurier pour eux, tu vois. Mais quand je suis revenu avec le permis, ils étaient choqués, tu vois. Choqués, genre, parce qu'ils se sont dit, voilà, le permis, en 2011, voilà, si tu vas, tu payes 1002, tu poses tes heures, rien de tout ça, frère. Je suis arrivé, j'ai commencé à conduire. Je dis pas que j'étais en base du volant, mais voilà, au moins j'avais mon permis, tu vois. Puis voilà, après, je suis revenu, j'ai fait quelques allers-retours vite fait, très succincts. Je suis revenu en 2019. Je suis revenu en 2019, pour mon famille et tout. Et voilà, moi, c'est un pays que j'ai toujours aimé, en fait. J'ai toujours aimé l'Égypte, même les galères qu'il y a avec les Égyptiens le temps que j'ai passé en France entre mon premier voyage et mon deuxième voyage, il me manquait carrément. Il me manquait les mecs qui criaient dehors, full, tout ça, tous les matins. Et les mecs qui tapent sur les bouteilles de gaz. C'est une ambiance que, voilà, vraiment, c'est un pays que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est vrai que, voilà, je suis pas à domicile, qu'il y a toujours on trouve des moyens pour être en règle, etc., avec les papiers. Et alhamdoulilah, il y a des moyens. Mais voilà, franchement, moi, j'aimerais beaucoup avoir une route de secours ailleurs, un pied à terre ailleurs. Ça là, me facilite d'avoir un second dans un pays duquel je suis originaire, mais de rester ici le plus longtemps possible, la vérité. De rester ici le plus longtemps possible parce que tout est facile en fait, tout est facile. Moi, c'est toujours l'expression que je dis quand je pense à l'Égypte, tout est simple. Comme il dit, c'est une dunya, tu as besoin d'un truc, c'est là. Je sais pas moi, je sais qu'il y a des frères quand ils vont dans d'autres pays, ils galèrent pour trouver une école des enfants, ils galèrent, c'est un peu loin, etc. Il faut qu'ils s'organisent, qui va les amener, qui va les chercher, etc. Ici, par exemple, les hadana, les madrasas pour les enfants, il y en a à l'appel, les marakis, il y en a à l'appel. Les livres aussi, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, les livres. Voilà, même si c'est vrai que je les lis pas, je lis pas forcément, je suis plus un collectionneur que. Mais Nasrallah, Niam Farabi, que ce soit moi ou que ce soit les enfants qui étaient là, une fois que ça nous soit bénéfique, c'est jamais un mauvais investissement d'acheter des livres. Et ici, on a la paix, tu trouves les livres que tu veux. Il y a tout ce que j'aime en fait. Il y a tout ce que j'aime. Les fruits, c'est pas cher, ils sont bons, les jus. euh, Après, voilà, moi, le seul truc j'arrive même pas vraiment à trouver d'inconvénients. Ouais, les seuls trucs qui me chagrinent un peu, voilà, c'est des déceptions. C'est des déceptions. C'est-à-dire, ça arrive, mais je pense que c'est pas lié à ce pays-là, mais c'est des déceptions. Par exemple, tu vas bien te mettre, tu vas te rapprocher d'un Misri parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble, ça fait un moment que tu habites ici, etc. Tu vas te rapprocher de lui. Enfin, je dis un Misri, tu vas te rapprocher de quelqu'un, c'est pas forcément un Égyptien, comme je dis, c'est pas forcément lié au pays. Et puis un jour, voilà, pour quelques dîners, il va te faire une phase, il va te faire un truc, tu vas te rendre compte qu'en fait, que votre amitié, si je peux appeler ça comme ça, ou votre lien, il tient à rien, en fait. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai fini par capter, en fait. Que vas-y, en fait, te lie pas aux gens parce que voilà, tu vas finir par être déçu. Après, voilà, des choses comme ça, ils ont leurs excuses. Ils vivent dans des endroits, il n'y a pas forcément d'argent. Des fois, voilà, bref. Ils font des trucs, des fois, voilà, que nous, on n'a pas grandi avec cette mentalité-là, que si, à partir du moment où tu as fait certaines choses avec certaines personnes, tu vois, donc tu peux pas te permettre pour quelques guinées de leur faire un truc à l'envers ou ces choses-là, tu vois. Mais sinon, à part ça, non, franchement, alhamdoulilah, il n'y a rien à dire. Les appartements, bon, j'allais dire, ils sont pas chers. Bon, ça a bien augmenté, mais il y a toujours moyen de trouver des plans, des appartements pas trop chers et propres et tout. Il y a toujours moyen de trouver. Tout est facilité. Ça, c'est vraiment, je remercie Allah Azza wa Jal, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir ce pays, d'être là, de me sentir bien ici, peu importe que le moment il soit facile ou difficile en termes économiques, en termes d'économie, tu as cette base de quiétude là qui te facilite
qui te facilite bien sûr. Donc voilà pour moi, tu vois. Voilà pour moi. Et Ouais. toi, que dis-tu? Que Ah, dis-tu? C'est que toi, moi, tu moi l'Égypte, c'est une longue peux sortir histoire, les moi. gilets par balles. Longue histoire, l'Égypte. Non, pourquoi gilet pare-balles? Non, moi, c'est. Non, Moi, l'Égypte, moi, j'aime beaucoup. Moi, comme je dis, moi, c'est vraiment longue histoire en Égypte. Moi, je suis venu en Égypte. Alors, moi, je suis venu déjà en famille. Je suis venu marié avec ma fille. À l'époque, c'était ma première fille en début 2013. Hmm, Donc, j'avais déjà eu, moi, des retours de toi. À ce moment-là, il y avait ton frère Khalifa qui était là-bas. hmm, Il y avait plusieurs frères. Il y a une bonne équipe de Champigny, même, qui était là-bas à l'époque quand je suis arrivé. hmm. Donc, voilà, moi, j'avais pas mal de contacts en Égypte. Mais tout le monde était au Caire et moi, je suis parti à Alexandrie. Je suis parti à Alexandrie parce que j'étais en famille, contrairement à la plupart des gens avec qui j'étais en contact. Et à l'époque, Alexandrie, c'était connu pour que la vie soit un petit peu moins chère et que la vie était un petit peu plus simple, plus agréable en famille, dans le sens où tout était à proximité. C'est-à-dire Hmm, dans le quartier où tous les frères se regroupaient dans le même quartier. Un peu comme hmm, ici en Égypte, il y a plus de Français, mais ils se regroupent tous, même si dans plusieurs quartiers, mais ils se regroupent tous dans le même quartier. C'est rare que tu vois un frère qui est dans un quartier où il n'y a aucun Français. hmm. Et donc à Alexandrie, tous les frères, on est regroupés dans le même quartier. Il y a le Merkez, il y a la plage qui est au bout de la rue, 10 minutes à pied. Il y a le centre commercial qui est à 10 minutes à pied. Voilà, les petits commerces. Donc c'était vraiment l'endroit où tu peux tout faire sans sortir du quartier. À pied, tu es tranquille. Hmm. Par contre, je connaissais personne à Alexandrie, si ce n'est un frère. J'avais un contact d'un frère qui faisait des allers-retours. Lui, il avait sa femme et ses enfants qui étaient à Alexandrie. Et lui, il faisait des allers-retours. Et Allah, au moment où ça y est, je suis prêt à partir, j'attends plus que le passeport de ma fille pour prendre mes billets d'avion. Là, ce frère qui veut, lui, quitter l'Égypte et donc qui rend son appartement. L'appartement était bien, était Ouais. grand, propre, bien placé juste au-dessus du Marquez et tout. Je me rappelle, tu m'as envoyé une vidéo, il était archi bien rapporté. Non. Donc, bah, du coup, moi, je reprends son appartement avec ses meubles, etc. Donc, ça m'a vraiment facilité pour l'installation. Donc, moi, je fais mon voyage avec ma femme et ma fille. On prend l'avion. On arrive à Alexandrie, l'aéroport, il est loin de la ville. L'aéroport, il est loin de la ville. Déjà, première dinguerie, on est en pleine nuit, taxi à fond sur l'autoroute. Il y a une pelleteuse arrêtée en plein milieu de l'autoroute. Il n'y a pas de lumière, rien. Tu as un fond d'un coup, le taxi il freine, pelleteuse au milieu de l'autoroute. Après, le taxi il commence à rentrer un peu dans la ville, dans des chemins. Là, je vois, c'est mes premiers pas en Afrique. Mes premiers pas en Afrique. Donc, je vois voilà, un monde que je connaissais pas. Les routes qui sont pas forcément plates, le peuple, les marchés en Égypte, c'est pas les marchés qu'on connaît en France. La conduite. Donc là, c'est Ouais, donc ça, c'est le premier aperçu juste sur le chemin de l'aéroport. Après, voilà, j'arrive avec le frère, le temps qu'il quitte son appartement, on a cohabité pendant une semaine. Donc, il m'a présenté quelques frères dans le quartier, il m'a accompagné pour faire mes premières démarches, prendre mon téléphone, inscrire au Merced, etc. Puis on a commencé à faire notre vie à Alexandrie. Donc, je reste quelques mois à Alexandrie. Je vais en visite au Caire, je vais voir les frères que je connaissais au Caire. Je vais en visite et là, j'arrive à Khamis, là où Abdelrahman il habitait. Et donc, il y a plus ou moins tous mes contacts qui habitaient ici. Et j'arrive à Khamis, je vois le quartier, ça n'a rien à voir avec Alexandrie. Alexandrie, c'était sale, c'était vraiment sale. La ville, elle est moche, et les poubelles par terre et tout. Là, j'arrive, c'est des petits bâtiments, ils font 4 étages. Les routes, elles sont larges, il y a de l'herbe. Il y a archi bonne ambiance parce qu'il y a tous les frères que je connais, tout ça. Donc, je fais une petite visite, on reste quelques jours. On rentre chez nous. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sœur de Champigny qui a accouché et qui a accouché par césarienne. Et son mari, il n'a pas pu la rejoindre parce qu'il n'était pas français. Il n'a pas réussi à avoir son visa pour pouvoir venir l'aider. Donc, ma femme me dit, viens, on va l'aider le temps qu'elle se rétablisse un peu, etc. On retourne au Caire pendant une semaine. Donc, je repasse une semaine dans le quartier. Après, je suis avec ma femme. Je dis, ah, viens, on vient ici. Viens, on va au Caire. En fait, l'ambiance au Caire, c'est mieux qu'Alexandrie et tout. Donc, ça y est, 3, 4 mois à Alexandrie. Et je déménage au Caire. Et à cette époque-là, on était c'était Morsi qui était président. Donc, Hmm. c'était l'ambiance au Caire. En Égypte, tu avais l'impression que tu faisais tout ce que tu voulais tant que ça ne dérangeait pas les gens. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de Hmm. police, il n'y avait rien. Moi, je ne fais même pas de visa. Mais pourquoi je me fatigue à faire un visa? Personne ne demande rien. Et franchement, je commence à kiffer l'Égypte, hein. Donc, je suis arrivé, voilà, j'ai kiffé. Bon, du coup, on décide de déménager au Caire. Au début, je me dis, ouais, je vais aller à Awel, parce qu'à Awel, il y avait un Merkez pour les femmes. Donc, comme ça, ma femme, elle pouvait aller au Merkez tranquillement. En plus, Awel, c'était un petit peu plus calme et propre que Khamis à l'époque. Donc, je vais visiter, je trouve une chaka. On déménage, déménagement un peu mouvementé, parce que je déménage en plein pendant les Saouras. Ah ouais, Où c'était tendu. ouais, tout le monde était dehors, tout ça. Je me rappelle, quand j'ai pris le bus moi tout seul pour aller préparer le terrain. J'étais dans la Hafilat. Et ils m'ont tous demandé, limite, pour décoller d'Alexandrie, limite, ils me demandaient de me cacher, parce que voilà, moi j'étais là, imama, barbe et tout. La limite, ils me demandaient de me cacher, parce qu'à l'époque, c'était un peu, les gens, ils aimaient pas trop les frères musulmans, etc. Tu vois. Hmm. Au moins, le déménagement, il se passe bien, alhamdoulilah, on s'installe à Awel. Bon, à Awel, ma femme, elle aime pas trop l'ambiance, elle est un peu toute seule. Tous les jours, elle va à Khamis voir ses copines, etc. Elle en a marre, elle aime pas l'appartement. Allez, on redéménage. Moi, ça, mon truc, moi, c'est les déménagements. L'Égypte, c'est les déménagements. T'en as fait combien en tout? En tout, t'en as fait combien, toi? Mais je sais même pas, regarde, j'ai fait Alexandrie. Après, j'ai fait Awel. Après, de Awel, on est parti à Khamis. Même de Khamis, j'ai déménagé. Dans un appartement, on est resté même pas un mois. Parce qu'en fait, moi, j'ai voulu rentrer en France un mois pour aller travailler un petit peu. Donc, on a déménagé, j'avais vendu tous mes meubles. On avait pris un appartement meublé. Moi, j'ai voyagé. Pendant que je voyage,
il y a un frère qui est à Madinat Nas, qui est à Baranis. Il me dit, vas-y, si tu veux, pendant que t'es pas là, dis, ta femme, elle vient chez nous, tu vois, comme ça, elle reste pas toute seule, elle est avec ma femme et tout. Non, non, non. Ma femme, elle dit, ah ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Donc, elle y va. Donc, pendant que moi, je suis en France, elle est là-bas chez le frère, et elle commence à kiffer l'ambiance du quartier. Parce que c'est vrai qu'entre Ramis et Al-Baronis, Ramis, c'était beaucoup des gens qui étaient là depuis longtemps, etc. Il y avait une bonne ambiance, mais c'était pas trop des gens qui étudiaient, etc. C'était des gens, ça, ils parlaient arabe et voilà, ils s'étaient posés, ils faisaient leur vie. Donc Al-Baronis, c'était plus moujtahid, les gens, ils s'efforçaient à parler arabe tout le temps, même dehors, entre eux, dans les repas, ils s'efforçaient à parler arabe. Ça faisait des cours à la maison, etc. Donc oui, mais qui flamand, ça me dit, ouais, viens, tu veux pas, on déménage dans ce quartier, tout ça, non, non. Moi, je connais pas le quartier. Je Ah, dis, bon, bah vas-y, moi, si tu direct, veux. t'es Moi, je à suis en France. l'étranger. Ouh là Ouais, là. moi j'étais en France, je dis vas-y, ok. Donc le frère il me trouve un appartement, tout ça. On prend l'appartement, je rentre de France. Donc du coup, l'appartement à Khamis, je sais même pas si j'ai fait une nuit ou deux nuits. On déménage à Barnos, donc j'arrive à Albarnos, on commence nouvelle vie à Albarnos. Et donc voilà, là c'est Albarnos, c'était gang. Là, c'était Ah, un autre délire, c'était gang. Mais Ah c'était bah, pas tu mal, franchement. m'étonnes. Mais c'est vrai que on avait une bonne ambiance, tu vois. C'est vrai que les frères c'était Mouchtaïd, etc. C'était une autre ambiance. J'avais quand même bien aimé à l'époque, tu vois. Après, ça c'était en 2013, hein. Donc c'est pas le même Albarnos que maintenant. Ah, Ah, maintenant, c'est difficile. Euh, mais c'est vrai que par contre, le côté, voilà, dehors, c'est de la boue, la lumière, elle rentre pas dans l'appartement, etc. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'avait quand même, même si je suis pas resté, je suis resté que quelques mois, c'est quand même quelque chose qui m'avait bien fatigué dans cet appartement, tu vois. Et dans ce quartier-là. Hmm. Toujours à l'ombre et tout, C'est spécial. c'est un truc qui nous avait pas trop plu. Ouais, ça nous avait pas trop plu, tu vois. Bon, après, voilà, moi aussi, je suis un peu à court d'argent. Ma femme aussi, elle a des problèmes de santé, elle arrive pas à se guérir ici. On rentre en France. Moi, je me dis, bah, vas-y, on fait un mois. Une fois que tu as réglé ton truc, même s'il faut, j'emprunte, tu repars, tout ça. Bon, les un mois, ça s'est transformé en quasiment 2 ans, hein. c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est transformé en presque 2 ans. En 2 ans, nous on avait lancé un business avec Abdelrahman. On avait lancé Food Night. On avait repris Food Night, du coup. Night, c'est Euh, des livraisons de donc sandwich. voilà, moi, ouais, Mais donc, ouais, livraison de sandwich la nuit. Après, moi, dès que j'ai vu, voilà, j'ai réglé un peu mes dettes, j'ai des trucs, j'ai un billet de côté, je peux partir. Voilà, je suis reparti. Moi, j'avais toujours quelques affaires mes affaires qui étaient restées à Nice. Un frère qui était dans mon appartement, à qui je sous-louais, il a déménagé à Khamis, donc il a pris mes affaires avec moi. Moi, j'avais toujours des contacts à Khamis. Les frères m'ont trouvé un appartement qui était bien, qui était propre et tout. Ils ont déposé les affaires chez moi. Ça fait que quand moi je suis revenu ce coup-ci, j'avais 2 enfants. Je suis venu avec ma femme, mes 2 enfants. Voilà, on s'est installé directement chez nous, on était tranquille. On a repris nos repères dans notre quartier et tout. Et ça, c'est une période qui a duré 2 ans, pendant laquelle moi je faisais des allers-retours. Voilà, 3, 4 mois en France, après je revenais un mois ou deux en Égypte. Et pareil, ça, j'avais lancé ça parce que je me suis dit, voilà, le business, il est lancé, je vais pouvoir déléguer, mettre quelqu'un à ma place, comme ça, je vais pouvoir moi aussi partir, etc. Après, ça s'est éternisé 1 an, 2 ans, le business, il s'est arrêté. Donc après, voilà, moi, je travaillais, je fais un peu d'intérim, je faisais de la livraison. Je voyais que la situation, je voyais pas de sortie dans cette situation pour me dire ça, là, je vais pouvoir les rejoindre dans telle période, etc. Moi, ma femme commençait à se fatiguer avec les 2 enfants toute seule. Ouais, elle a Elle reporté son profitait enfance. bien, hein. Elle profitait, hein. Elle était en cours et tout, même les enfants, ils avaient commencé l'école, ils avaient grave profité, hein. Franchement, ça, c'est vrai que c'était bien avec l'Égypte, hein. Et, ma fille, elle avait 5 ans, elle portait le hijab, elle avait presque, elle était sur la djinn à 5 ans. Il parlait bien arabe et tout. Je pense que c'était une normal. Donc, oui, mais elle a commencé à se fatiguer. Belle. Un jour, elle a craqué avec les enfants, elle les a tapés. Elle dit, faut que je rentre, là, prends-moi un billet tout de suite, faut que je rentre. J'ai pris un billet, ils sont rentrés. Donc, je me suis retrouvé avec ma femme, mes 2 enfants, dans une sous-location, dans un studio. Ah, ma femme, elle s'est dit, elle va faire quelques semaines histoire de décompresser, repartir. Moi, j'ai dit, non, c'est mort. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais vous rejoindre. On va pas s'éterniser comme ça. Donc là, t'es revenu, vous restez. Donc, on a rendu notre appartement à Ramis. Et pendant ces 2 ans-là, on avait déménagé une fois. Encore un déménagement. Ah ouais, donc t'as pas fait. Euh, ouais, 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 ouais. Mais l'Égypte, Donc, on c'est très avait pris. simple de prendre un Ouais. appartement. Tellement simple de prendre un appartement, t'as l'impression que tu peux déménager quand tu veux. Ben, ouais, c'est C'est ça, ça, moi, quand je hein. parlais avec mes parents, etc. En gros, tu sais, les gens, ils sont choqués. Alors, comment tu déménages tout le temps? Ben, ici, tu donnes le loyer, on te donne les clés, c'est fini. Pas d'histoire, dossier, garant, impôt, fiche de contrat de travail, fiche de paye, 3 mois, faut que tu gagnes 5 fois le loyer, faut que tu ceci, faut que tu cela. Non, tiens, tiens ton argent, donne-moi la clé, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, retour en France, c'est un peu éternisé, etc. Et puis après, donc on a rendu l'appartement. Là, on est resté sur 2017 jusqu'à 2022, hein, donc 5 ans. 5 ans, pareil, on a relancé un business, etc. Une fois que ça y est, j'ai pu rebondir, j'ai réglé mes dettes, j'ai réglé mes trucs. J'étais de nouveau capable de partir. Et là, par contre, cette fois-ci, contrairement aux autres fois, j'avais un business où je savais peu importe où j'étais dans le monde, j'avais les mêmes revenus. Donc, j'avais plus d'intérêt à rester en France pour pouvoir gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, même là, aujourd'hui, je rentre en France, je vais pas gagner plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui. Donc, voilà, là, on est parti, on est tous partis. Donc, là, ce coup-ci, je suis parti avec 4 enfants en 2022. Deux Je fois repars plus à avec ma chaque fois. femme. Ouais, ouais, on double à chaque fois, ouais. Donc, depuis 2022, je suis revenu, encore à Khamis.
Et j'ai encore déménagé il y a un an, là. Donc, de 2022 à maintenant, là, j'ai fait 2 appartements. Et voilà, les enfants, ils ont repris l'école, ils ont repris la langue arabe, ils ont repris l'apprentissage du Coran. Et ouais, comme il disait Abdelrahman, vraiment, dans ce pays, tu vois, moi, les enfants, ils vont dans l'école juste derrière. Moi, mon fils, il va avec sa petite sœur à pied. Et le coin pour les filles, le coin pour les garçons, tout est séparé. La récréation, les classes, tout est séparé. Donc, il n'y a aucune mixité. À l'école, ils font des maths, ils font de l'anglais, ils font de l'arabe, ils font du Coran, ils font Tarbiya Islamia, l'histoire des prophètes, croyance en Allah, piliers de la foi, etc. Donc, vraiment, par rapport à ça, l'Égypte, c'est vrai que c'est une yarma, tu vois, contrairement, par exemple, à l'Arabie Saoudite. C'est bien, mais apparemment, je connais pas très bien, mais de ce que j'entends, tu peux pas inscrire tes enfants partout à l'école. Il te faut les si je dis pas de bêtises, hein, j'avais entendu comme quoi il fallait les papiers, ou sinon tu devais les inscrire dans une école privée, et ça encore, il n'y en a pas partout. Tu vois. Bah ouais, voilà, je connais pas très bien le truc, mais en tout cas, en tant qu'étranger, toutes les écoles ne sont pas ouvertes aux étrangers. Là, l'Égypte, voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. Toutes les écoles, tu peux mettre tes enfants. Si toi, tu choisis, tu veux une école à 10 000 euros, tu veux une école à 500 euros, tu veux une école à 1 000 euros, c'est toi qui vois. Après, bon, il y a de la sélection en fonction des écoles, il y a des examens d'entrée, etc. Mais tu as le choix, tu vois. Des écoles, il y en a à tous les coins de rue. En tout cas, moi, mon quartier, là. Mais à Khamis, il y a des écoles à tous les coins de rue. Des écoles Ah ouais, c'est pas privées, bien. écoles publiques, écoles de Ouais. l'Azhar, écoles internationales. Il n'y a que ça autour de chez moi. Hmm. Plus les Dar al-Qur'an dans les mosquées et tout. Voilà, là, on est rentré dans le mois de Ramadan, le Faut le premier dire jour aux de gens. Ramadan. Pendant Ramadan, l'école, ils finissent 1 heure plus tôt. Donc, au lieu de finir à 14h30, ils finissent à 13h30. Et là, tous les jours, on arrête les activités sportives, etc. Tous les jours, ils sortent de l'école, ils vont aller à la mosquée, dans le Coran, 1 heure ou deux de Coran tous les jours, Non, non, ouais. T'allais dire Ah, quoi, sauf, Abdeslam? sauf le vendredi. j'allais dire que ça, Allah barik, faut le dire aux frères en France. Parce que tu as l'impression, tu sais, en tant que gens qui sont en France, pas tous, mais certains, comme si, comme tu inscris ton enfant à la madrasa pour apprendre le Coran, et ben, tu vas pas apprendre de maths à côté, tu vas pas apprendre l'anglais, tu vas pas apprendre ceci ou cela. Il faut leur dire Mm. que non, c'est complet, il y a tout, vraiment. Non, il y a, hein. Il y a. Après, moi, le vrai problème que je vois avec l'Égypte, c'est l'administratif. L'administratif, il faut avoir Ah, bah, les Iqama pour faire les démarches, etc. Franchement, c'est vraiment fatigant. Là, je suis en plein dedans là, pour mon Iqama, là, et j'ai envie de même plus faire d'Iqama, carrément. Tellement je suis parti hier, ils m'ont fatigué. C'est vrai que ça, c'est vraiment le problème en Égypte. Tu comprends rien. Regarde, avec Abdelrahman, on est parti pour s'inscrire aux impôts. On voulait s'inscrire pour avoir un numéro fiscal pour vous déclarer nos impôts en Égypte. Ils disent non. Ils disent non, tu travailles pas en Égypte. Bah non, bah paye pas ouais, d'impôts. T'inscris ils pas. voulaient rien savoir. Ah, mais... On a galéré, on est parti dans un truc. Après, finalement, ils ont accepté de 0, faire nos dossiers. 0. Abdelrahman, ils ont pris son dossier. Moi, il m'a dit non, il faut qu'il aille t'inscrire là-bas. C'est comme on n'habite pas dans le même quartier, on n'était pas traité par le même bureau. Il m'a dit il faut qu'il aille t'inscrire là-bas. Et j'y vais. Là-bas, ils me disent bah non, bah, si tu fais pas d'investissement, si tu fais pas de syndicats, etc., on peut pas t'inscrire ici. Donc je reviens le voir, il me dit bah si t'es pas inscrit ici, moi je peux pas te faire de dossier. Après il me dit non, Ouais. finalement on va voir. Il me dit va voir dans tel autre bâtiment d'impôt à telle adresse. Et j'y vais, il faut leur expliquer la situation. Il me dit ok, va voir lui, tu lui réexpliques la situation. Il dit ok, va voir lui, tu réexpliques la situation. Une Après pile de c'est papier. de l'arabe plus ou moins approximatif, eux ils parlent pas Fusha, Ammiya, on essaie d'expliquer. Après c'est des choses qu'ils comprennent pas avec les business en ligne, des fois ils comprennent pas forcément. Hmm. Après, C'était ils étaient choqués que l'autre bâtiment, il m'ait pris moi. Non, franchement, ouais, ouais, tu l'administratif. dis non, l'autre il te fait pas vous prendre, hein. Bon bah si vous a pris maintenant, c'est bon, hein. Et... Après moi, je donne tout mon dossier, il me dit ah non, faut que ton contrat de location il soit signé. Ça m'a pris toute la journée pour faire signer le contrat de location. Non, après, bon, tout ne peut pas être rose, on va Ah dire. ouais, c'est ça. Petit Bon, bémol. après, j'ai fait Et encore, hein, des petite, fois, ça se passe bien. petite anecdote aussi administrative. Quand j'ai acheté une moto, je suis parti faire les papiers de la moto. Mais déjà, Hmm. moi, j'arrive, c'est loin. Je prends Uber, j'y vais. Ils me disent non, il faut la moto. Je rentre chez moi, je reviens en moto. Il me dit ouais, moi, je connais rien. Je suis tout seul, je connais rien. Donc, je vais voir quelqu'un, je dis voilà, je vais faire telle démarche. Il me dit ok, va voir tel Shabak. Je vais à la Shabak, je vais faire telle démarche. Il me dit va voir derrière, dehors, tu sors dehors, tu demandes un tel. Je demande, il me dit oui, tu vas voir lui là-bas. Je vais voir lui, il me dit ok, elle est où ta moto? Il commence à me faire des trucs. Après, il me dit va voir lui. Il dit ok, il écrit, va voir l'autre là-bas. Il te fait un tampon, va voir l'autre. Après, je commence à faire la queue à une fenêtre. Et là, il y a quelqu'un qui vient qui me dit non, non, toi, tu dois aller là. Et il commence à m'accompagner. Et après, alhamdoulilah, il m'accompagnait partout. Et j'ai rien compris. On a fait que de passer de Chebbec en Chebbec, va à la fenêtre 32, va à la fenêtre 24, on monte, on redescend, on remonte, on revient à la fenêtre, on redescend, on revient à la fenêtre, on ressort, Non, on après, c'est re-rentre. ça. C'est ça N'importe qui est. quoi. Comme je te disais tout à l'heure pour le permis, le plus compliqué, c'était même pas de le passer, c'était pour obtenir les tampons Les qui tampons et tout. permettaient que le consulat valide. Donc, il fallait aller d'adresse en adresse, etc. Après, voilà, mais bon, Inch'Allah que ça va, peut-être ça va s'améliorer. Bah, ils disent que ça va s'améliorer avec l'ouverture de leur nouvelle capitale. En gros, ce qu'ils disent, ils attendent l'ouverture de la nouvelle capitale pour tout changer, le système administratif, l'informatiser, etc.
Mais Mhm. là, pour l'instant, là, c'est vrai que c'est une galère, là. Même pour Ouais, inscrire les enfants dans les écoles de l'Azhar, c'est une mission. Il faut partir partout, à droite, à gauche. Tout le monde doit mettre des tampons. C'est un truc de fou. Mais sinon, Frère, franchement, non, l'Égypte, c'est vraiment un pays, c'est une Yarma, tu vois, où la vie, elle est vraiment très accessible. Donc, ça veut dire, tu sais, même quand tu as des creux dans le business ou quoi, avec pas grand-chose d'économie, tu as du temps devant toi pour venir voir les choses, tu vois. ouais, pour ouais, rebondir, ouais. ouais, je pensais pareil. En plus, Ça, c'est ce que pas tu disais comme. tout à l'heure, Abou Soumeya, c'est archi vrai, hein. Euh, Tout à l'heure, tu disais géographiquement, l'Égypte, c'est archi bien placé. Frère, Ouais, t'as vu quand tu vas faire des allers-retours en Arabie pour 130 euros, mais tu sais, en plus, tu t'es pas obligé d'avoir là l'argent, tu vois. Ouais. Tu fais ta Umrah, ça c'est une cause de risque aussi, tu vois. Ah, Tu mais reviens, même, c'est, même, c'est- c'est par Umrah, et même, moi, j'essaie de voir plus loin. Tu peux faire les souks, qui a les aswaq, qui a Jeddah, qui a Taïf, qui a un peu partout. Tu vois, et c'est là aussi, tu as une autre mentalité, parce que comme l'Égypte, on va pas se mentir, c'est un petit peu quand même pauvre. Là, à côté, tu as les pays ouais. arabes qui sont riches, tu Mm, vois. Et là, tu vois mm, des musulmans qui vont à la mosquée tout le temps et tout. Il n'y a rien qui change par rapport à toi. Sauf que eux, bah, ils sont en gros 4x4, les genres de Hummer qu'ils ont là, façon. Ouais, Dans les pays, GMC, là. Naam, j'ai- et ils ont de l'argent et machin. Et ça t'ouvre l'esprit. Naam, le musulman, il n'est pas forcément qu'il soit pauvre, tu vois. Non, mais voilà, Non, ça, c'est vrai hein, que euh, la France, elle donne une image du Ouais, musulman, genre que vraiment, genre, surtout celui qui d'autres part, tu pauvres. vois. Celui qui part, c'est vraiment le miskin, c'est le mec, vas-y, pour qui il faut ouais, ouvrir un petit up, il faut de temps en temps naam. pour lui envoyer des sous. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais t'as vu, la personne qui part, elle est plus inquiète pour ceux qui restent que, tu sais, eux, ils sont inquiets pour toi, mais c'est toi, t'es inquiet pour eux, en fait, tu vois. Et c'est vrai Mm. qu'on le voit souvent, Fakir et tout, ah, miskin, il est parti et tout. Alors, je sais pas, Ça va pas. Mais c'est vrai, Tu par sais, rapport au voyage, t'as vu, moi, quand je dis aux gens, je fais des Umrah de 2 jours, 3 jours, ils sont choqués. Yo, je prends un naam, billet 150 euros, je vais, je fais ma Umrah, je dors une nuit pour me reposer, je rentre chez moi. naam. Mais tu sais, ça me rappelle les tout débuts, ma toute première Umrah, quand on n'avait pas beaucoup d'argent avec les frères. On était descendu une équipe de 12. On vous êtes était. parti Ah, d'Égypte? Inch'Allah. Ouais, on avait fait les 10 derniers jours du Ramadan. Bah, c'était à deux. Ouais, non, mais, en fait, toi, t'as tout fait ici, toi. Ils ont Ah, raison, t'es le fond du pays, toi. et on avait fait le Umrah. Vraiment, quand je te dis, on est descendu, mais une équipe, mais c'était, franchement, quand on s'est tous retrouvés là-bas, c'était du jamais vu. Tu sais, t'es avec tes amis, t'es avec tes frères en Allah Azza wa Jal. Yani, au haram, j'ai dit, c'est incroyable. Mm, Masjid al-Haram, t'es avec les frères à qui t'étudies, et chacun il a son livre, yani les rituels de la Umrah et tout, et chacun, tu sais, histoire de la faire la mieux possible, les machins et ceci. Et tu sais, bon, un mélange de ibada et en même temps de moyens limités. On s'est dit, les 10 derniers jours, on prend pas d'hôtel, on dort là-bas, tu sais, comme tout le monde fait. mm. Donc, on dort là-bas et tout. Enfin, tu sais, on prend le sac à dos et La machin. ticket. Voilà, exactement, les atikaf, pour ceux qui connaissent. On dort au haram, tu vois, mais tellement c'était rempli, c'était la première fois qu'ils réouvraient après le Covid. C'est-à-dire, c'est Mm. blindé. On arrive et on fait dans les 10 derniers jours et tout et tout. Et ça me rappelle ce qu'il a dit, le frère Abdullah. Ça m'a rappelé une phrase que j'étais avec un ami. Et ça, c'était le 5e jour. C'est la 5e fois qu'on dormait dehors, Yani. Et sa tante, elle lui envoie un message. Elle lui dit, mais Miskin, mon neveu, pourquoi tu t'infliges tout ça? Et il nous dit ça. Et on se regarde, on dit, mais Miskin, elle sait pas ce qu'on dit. Ah ouais, ça, T'es c'est des dans une moments forts, ça, c'est des moments très, très forts. Et je t'assure, Mm. t'es un bienfait. Il n'y a pas plus heureux que toi dans ce monde. Tu ressens des sensations comme ça. Il y a des gens qui Mm. disent, ah, j'ai de la peine pour toi, ceci, si tu savais. Ah ouais, t'es Mm. dans une quiétude. Et c'est ça que je ressens en Égypte et tout. Franchement, c'est une tu vois. Ouais. Non, Ça mais c'est vrai permet que l'Égypte, de... en plus, l'Égypte, t'as un peu tous les deux, tous les mondes, tu vois. C'est-à-dire, tu as Mm. ceux qui veulent vivre un peu, tu vois, pas cher, simple, un peu chichement, etc. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller dans des quartiers populaires, tu peux vivre pour pas très cher. Ceux qui veulent un peu plus lifer, etc., tu peux aller faire du ski, tu peux aller faire du bowling, tu peux aller faire du paintball, tu peux aller à la plage, à la piscine, tu peux habiter dans des villas, il y a tout. Mm. Mm. Non, Ouais, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Il y a tout. non, Parce que c'est vrai que toi, il y a beaucoup de gens aussi, ils entendent, ouais, les frères ils partent en Égypte, ils entendent beaucoup parler de Sakar Koresh, Arbaounos, ouais, la vie, elle est dure, les quartiers, c'est gang, tout ça, nanana. Mais il n'y a pas que Il y ça, a tu vois. de tout. il Il y a n'y a de pas tout. que ça. Et tu Il n'y a sais, pas que ça, tu vois. pour les frères qui ont un tout petit peu de moyens, nous, Ouais. beaucoup, on a découvert et tout. Tu sais, on se fait des sushis, mais genre sushis de luxe ici en France qui te coûteraient 90 euros, 80 euros. Ah, Mm. on y va en équipe. Et ça me fera toujours rire parce que voilà, tu sais, c'est les quartiers un peu riches. Et tu vois une équipe de 10 personnes, Khamis, Chechi à grosse barbe. Et dès qu'on rentre, t'entends, s'il vous plaît, vous pouvez couper la musique. Et donc, Oh non, avec on respect va à parler la pas. personne et tout, et on s'assoit et tout et tout. Et on mange, mais vraiment, j'ai jamais mangé sans faim. J'ai mangé du filet mignon,
des plats de fou. Ici, en Égypte, enfin, ici, maintenant, je suis plus en Égypte, mais j'ai mangé en Égypte des plats que j'avais jamais mangé en France. Je me suis Ouais, permis, c'est vrai, hein. et jamais permis en France. J'ai fait des restos de luxe où ils te ramènent, entre guillemets, et pourtant, tu payes quoi? 20, j'avais payé une fois, je crois, le plus cher que j'avais payé, c'est, il me semble que j'avais fait un turc pour à deux. On avait exagéré un peu, je crois qu'on s'était sorti avec une facture à 80 euros. Mais vraiment, on voulait se faire plaisir. On s'est dit, bon, on coupe tout. Là, on va se faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on est dans ça. On fait ceci, on fait cela. Là, on est sur une fin de production, sur un fin d'un niveau à l'école, sur une fin de ceci, sur une fin de cela. Ça y Mm. est, s'il vous plaît, là. Et du coup, on avait payé, je crois, ouais, 80 euros, 85 euros, au lieu de peut-être en France, Ouais, t'aurais payé 500. Tu vois ce que je veux dire? Ou ouais, peut-être. Ouais, ouais, bah, c'est ça, hein. Moi, mes parents, ils sont venus, on a fait un restaurant turc. On était, nous déjà, moi, on est six. Mes parents, on se dit, on était huit. On était huit et on a mangé des plats, et de la viande, des trucs, Et la et pizza moins de qui 100 était à euros. table, les Moins de 100 machins. euros. Non, je vois. Hier, j'étais au restaurant avec des frères, on a mangé du canard. Non, mais ouais. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça m'étonnera après qu'il n'est pas venu, mais il faut leur dire. Ça aussi, c'est des choses, il faut leur dire. Nous, on mange des soupis, il y a de la dorade dessus, il y a du Ouais, maquereau, des poissons, ouais. t'as entendu, tu vois? T'as vu là, Mm. avec la chute du Guinée qu'il y a eu ces dernières années, moi, je mange avec toute ma famille, on est six, McDo pour 20 euros. Ouais, ça m'étonne pas, Nam. Nam, Nam. McDo pour même pas 20 euros. Donc, tu Non, vois, alhamdoulilah, c'est ceux qui vrai ont un que. petit peu de trucs, ils peuvent vite se faire plaisir en Égypte, tu vois. Sans Non, que mais ça arrive des, c'est ça. sans atteindre les sommes que tu dépenserais dans les Émirats, etc. Tu vois. Non, la force du pays, elle est là. Elle est que, tu as vu, les gens ne seront pas dépaysés. Tu vois, tout le monde y trouvera son compte, etc. Même si, voilà, on est ceux qui veulent, qui viennent en Égypte, qui ils mettent comme priorité le confort et tout. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les Ouais, non, goûts. non, parce qu'il y en a qui auraient les moyens, mais en fait, ils ont un peu une image erronée de l'Égypte où ils entendent que les mauvais côtés. Parce qu'en général, les gens qui rentrent dans l'Égypte, c'est souvent ah, les commerçants sont ceci, les Égyptiens écrits, ils sont pas honnêtes, et ils mentent, et les Russes, c'est comme ça, et nanana. Et donc, les gens, moi, ça m'est arrivé, des frères, ils me disent, ouais, mais ce problème de sécurité en Égypte, nan. Mais sécurité de quoi? Comme sécurité de quoi en Égypte? Ouais, t'es pas obligé d'habiter dans le ghetto, hein. T'as un Sécurité petit peu de plus. moyens. Tu sais, moi, Ouais. j'habite à Khamis. Bon, maintenant, je dis pas qu'on va pouvoir trouver l'équivalent en termes de loyer, etc. Mais moi, j'ai quatre chambres, terrasse, je paye 200 euros par mois de loyer, hein. Même pas. Je suis en moins de 200 euros. Et le quartier, il est propre. Ouais, c'est clair, Et, ça change. tu vois, les rues, elles sont propres, c'est Ouais, goudronné. Comme je disais, mon fils, il va à l'école à pied avec sa petite sœur. ouais, Euh, ouais, ça dépend où voilà, tu hein. habites. Après, ouais, c'est une erreur que certains ils font, c'est que dès qu'il se passe un truc quelque part généralisé, tu dis l'Égypte, mais l'Égypte, c'est un grand pays, en fait. Il s'est passé ça à tel endroit. C'est comme s'il se passe un truc à, je sais pas, à Paris, tu dis la France, c'est une dinguerie, etc. Tu vois. Ça généralise beaucoup, en fait, tu vois, alors que c'est Ouais, très en plus, tout le exposé. problème, c'est que les gens, ils disent ça. Ouais, mais l'Égypte, problème sécurité, problème le visa. Nan, nan, toi, tu restes en France, hein. Ouais, Tu ça, c'est restes en une. France. Si t'as Ça, pas les c'est moyens, tes enfants, ils finissent à l'école publique. ouais, Si c'est pas les services sociaux qui viennent te les ramasser pour une pseudo-histoire de radicalisation. ouais, non, il y a nulle part. Il n'y a aucun endroit qui sera tout rose, il y a forcément des inconvénients, mais c'est vrai que franchement, l'Égypte, elle en a pas qui en matière tout. Et du coup, pour finir, moi, j'aurais envie de te demander, Absmania, en rapide, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement pour clôturer les projets que tu as pour. Ben, c'est quoi ton prochain objectif, par exemple, pour être plus précis? Si c'est pas indiscret, ou tu peux nous en Honnêtement, parler grosso modo et puis on clôturera là-dessus. pour Qu'est-ce que. l'instant, honnêtement, je suis dans le flou un petit peu dans le sens où il faut que je pèse le pour et le contre pour chaque pays, pour chaque projet. Parce que j'ai plusieurs pays en tête, j'ai plusieurs projets en tête. Et il faut que je pèse D'accord. le pour pardon, et le contre. Et pour l'instant, là, je suis rentré, c'était bah, déjà de un par rapport au travail, plus pour voir la famille, tu sais, parce que les Mm, parents, c'est quelque chose d'important, surtout les parents de madame, mes parents à moi, la mm, famille, etc., etc. Ça veut dire mm. que voilà, il fallait voilà, leur rendre visite et on en a profité pour justement accorder ça avec le travail. Donc, je compte faire la moitié du Ramadan, Inch'Allah, en France et l'autre moitié au Maroc. Et puis à partir de là, franchement, j'aviserai. Wallah, T'aviseras. Ok. dans le sens où, franchement, je te dis la vérité, je suis dans un flou. C'est pas Mm. rassurant, mais ça me fait pas peur, dans le sens où, voilà, Allah Azza wa Jal, il est là, et le Ramadan, il est là, wa alhamdulillah. Ça veut dire que on va faire nos salawats, on va demander à Mm. Allah, et on va voir ce qu'il Allah Mubarak, Allah Mubarak. Taïb, Inch'Allah, j'avais lu aussi succinctement que tu allais peut-être écrire un livre, je me suis pas trompé. Naam, naam, j'avais ça en tête, et je l'ai toujours. C'est juste, j'ai un peu peur de dire des bêtises, tu vois. Faudrait que, en fait, je suis en train de réfléchir Mhm, j'aimerais faire lire par un étudiant pour voir mhm, si je dis pas des choses parce que parfois, par exemple, par inconscience, par ignorance, tu peux peut-être dire des choses qui sont contraires, tu peux peut-être faire peur à ton auditoire par rapport à l'Égypte. Et nous, on a été là-bas, on a vécu là-bas, on sait très bien. Des fois, par exemple, c'est possible qu'on dise des petites bavures sur l'Égypte,
qui ferait peur à quelqu'un qui n'est jamais venu, alors qu'il n'y a pas raison d'avoir peur, tu vois. Non. Donc, moi, j'avais projet d'écrire ce livre, mais plus dans le sens où, il y a ni autobiographique, tu vois. Plus Ouais. autobiographique dans le sens où, attention, c'est pas simple, mais tu vas y arriver. Quelque chose dans ce délire où, pour montrer un peu aux gens le parcours de quelqu'un qui a quitté la France, jusqu'à et Annie, le fait que bah, tu sois un peu apaisé et que tu aies quitté la France, tu vois. Et que tu vraiment, ça y est, tu t'es détaché, tu vois, et que ça y est, t'es lancé, entre guillemets, dans ta vie. Ça y est, la vie, elle commence. Ouais, c'est que le début, en fait. C'est que... Non. En tout cas, voilà, je te souhaite de la réussite dans ce projet. Inch'Allah, j'espère qu'on, qui sait, dans un an ou deux, ou une fois que tu auras sorti le livre, peut-être on te recevra à nouveau pour que tu nous en parles de comment ça a évolué, comment Sahaba Store ça a évolué, Inch'Allah, comment ça Inch'Allah. se passe J'ai au d'autres niveau des projets, formations. Peut-être tu auras sorti pourquoi quelque pas? chose d'autre d'ici là. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut même se recroiser, Inch'Allah, tu sais pas, en Arabie ou quelque chose comme ça. Wallahu a'lam, encore une fois. Ouais, bien sûr, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Donc, en tout cas, ça a été un grand plaisir. C'était très, très, très profitable. Voilà, jazakallah khair, akhi. Wa faqakumullah, toi ainsi que ton épouse et qu'Allah ait préservé votre famille. C'était hyper enrichissant. Plaisir Et, partagé. ça fait plaisir parce qu'en fait, faut pas minimiser l'impact que chacun peut avoir sur autrui en termes d'encouragement, en termes de, entre guillemets, modèle. Parce que pour être un modèle, faut pas forcément être quelqu'un qui a fait le million, tu vois. Faut juste le fait que tu t'en sortes et que tu es apaisé et que tu as de quoi nourrir ta famille. Déjà, c'est quelque chose que c'est un privilège qu'Allah il a accordé à chacun, tu vois, ceux qui ont été capables de le faire. Donc, voilà, machallah, barakallahu fik. Ouais, Et ouais. Inch'Allah, on se refixera un rendez-vous, on verra comment tout ça, ça a évolué.